Je suis Michel, et voici un nouveau récit tiré de la vie des gens. Le coup le plus cruel ne se donne jamais dans le fracas. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de vaisselle brisée. Non. Le vrai poignard dans le dos, celui qui traverse vraiment, il s'enfonce dans le silence, accompagné du tintement délicat d'une petite cuillère contre une tasse de tisane, et des chuchotements tranquilles de ceux à qui l'on confiait chaque jour de sa vie sans la moindre méfiance. Cette nuit-là, Hélène avait simplement eu soif. 1h30 du matin, la gorge desséchée par l'air lourd de la chambre. Comme toujours, en faisant attention à ne pas faire de bruit, elle avait posé ses pieds nus sur le parquet de chêne, frais sous la plante des pieds, et s'était glissée dans le couloir obscur. Sous la porte entr'ouverte de la cuisine, un filet de lumière jaune se répandait sur le sol. Quelqu'un ne dormait pas. Demain, elle se réveillerait sans toit. Un petit rire de vieille femme, éraillée, lui griffa l'oreille. Hélène se figea, le dos plaqué contre le mur. Le papier peint rugueux glaçait ses omoplates. Il est plus que temps, maman. Combien de temps encore on va traîner? La voix de Bernard, repue, paresseuse. C'est exactement de cette manière qu'il étirait les mots quand il disputait de l'achat d'une nouvelle voiture ou du menu d'un dîner entre amis. Une odeur douceâtre de tisane à la valériane flottait dans l'air. Sa belle-mère en buvait toujours le soir, mélangée à un thé noir bien fort. À travers cette senteur d'herboristerie, perçait, presque imperceptible, le parfum boisé et coûteux de son mari. Et si ta gourde fait une histoire? La voix de Geneviève, sa belle-mère, accompagnée du cliquetis dédaigneux d'une cuillère contre la porcelaine. Comment veux-tu, maman? Regarde-la. Elle traque les grains de poussière sur les meubles, elle ne voit pas plus loin. Bernard ricana. Il y eut le déclic d'un briquet, puis une bouffée de tabac. Demain, Pascal apporte la convention de partage des biens. Je la lui glisse demain soir. Je lui dirai que ce sont des nouveaux formulaires pour les impôts, pour les charges. Elle signera sans regarder, comme d'habitude. Selon cette convention, la maison me revient officiellement à moi, soi-disant avec une indemnité pour elle. Mais ensuite, je détache une part et je fais une donation à ton nom. Et voilà. On la met dehors, elle pleurera un bon coup et elle partira. Où veux-tu qu'elle aille? Elle ira chez son frère Robert, à la campagne. Elle n'aura qu'à biner ses tomates. Ça lui fera du bien, elle s'est complètement ramollie. C'est là sa place, à cette traîtresse. La belle-mère but une gorgée de thé avec délectation. Et cette Sandrine, elle emménage quand? Une fille bien vivante, celle-là, pas comme cette pâle limace. Plus tard, le temps que ça se tasse. Elle restera encore 1 mois ou 2 chez elle, et puis je la fais venir. Dans la poitrine d'Hélène, quelque chose se serra en un nœud dur et impitoyable. L'air resta coincé dans sa gorge, refusant de descendre jusqu'aux poumons. Hélène plaqua ses 2 mains sur sa bouche. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses joues jusqu'à la douleur, juste pour qu'aucun cri ne s'échappe. Une sueur froide et collante coula le long de son dos. À ses tempes, le sang battait, lourd et régulier. Toc, toc, toc. Hélène ne fit pas irruption dans la cuisine. Elle ne brisa rien. Elle ne se jeta pas sur le visage soigné de son mari pour le griffer. Lentement, en glissant le long du mur, elle se laissa descendre, s'assit accroupie à même le parquet, ce parquet qu'elle avait ciré le matin même jusqu'à le rendre miroitant. Ses genoux craquèrent. La lucidité lui vint d'un coup, aiguë, d'une pureté presque effrayante. Il n'y eut pas de crise. Il y eut une sensation de vide glacé qui paralysait tout. Près de 8200 jours. Elle ferma les yeux, la nuque appuyée contre le mur. Devant son regard intérieur défilèrent ces années, visqueuses, identiques, fondues en une seule journée interminable, un éternel recommencement. 23 ans plus tôt, ça sentait le phénol, l'iode et l'amidon frais. Hélène avait 25 ans, infirmière de bloc opératoire. Elle se souvenait du poids des instruments chirurgicaux dans sa main, elle se souvenait des vies sauvées et des hochements de tête respectueux des chirurgiens. Et puis Bernard était apparu, beau, sûr de lui, sentant le succès. Ma femme ne travaillera pas, avait-il tranché à l'époque, en jetant sa lettre de démission sur le bureau du chef de service. Je suis un homme, je subviendrai à tout. Ton affaire à toi, c'est la maison et les enfants. Et elle l'avait cru, avec joie. Avec dévouement, elle lui avait offert sa liberté en échange de la promesse d'un mur de pierre, d'un abri inébranlable. Cette protection s'était transformée en une cage insupportable.
Ses narines la picotèrent à l'évocation de l'odeur d'eau de javel et d'oignons revenus, ses compagnons éternels de ces 20 dernières années. Hélène ouvrit les yeux, regarda ses mains dans la pénombre du couloir. Des ongles coupés courts, une peau sèche, de petites cicatrices blanches laissées par les éclaboussures d'huile brûlante et les brûlures contre les plats sortis du four. Ses mains ne sauvaient plus de vie. Elle nettoyait, lavait, tendait des pantoufles et encaissait les reproches. Elle se souvint d'un dîner d'apparat 3 ans auparavant. Bernard avait invité ses associés. Les épouses des associés étaient assises à table, soignées jusqu'au bout des ongles, coiffées à la perfection, scintillantes de bijoux. Et Hélène courait de la cuisine à la salle à manger avec ses plateaux. Elle avait posé devant sa belle-mère une assiette de velouté de champignons. Geneviève avait repoussé la porcelaine avec dégoût. Encore une lavasse infâme, avait lancé la vieille femme à voix haute. Bernard, mon chéri, comment tu peux avaler ça? Elle gâche la nourriture, c'est tout. Les invités avaient détourné les yeux, gênés. La femme de l'associé principal avait dissimulé un sourire derrière son verre de vin. Hélène était restée plantée au milieu de la salle à manger, son plateau vide à la main, sentant ses joues s'embraser. Elle avait regardé son mari d'un air suppliant, attendant qu'il prenne sa défense, qu'il dise « Maman, arrête, le velouté est excellent ». Bernard avait tranquillement découpé un morceau de son magret, l'avait porté à sa bouche et mâché longuement. « Maman, ne commence pas devant les gens ». Voilà tout ce qu'il avait réussi à articuler, sans même jeter un regard vers sa femme. Elle avait avalé ça, comme elle l'avait avalé des centaines de fois auparavant, avait souri d'un sourire en bois et était repartie à la cuisine. De la cuisine montait à nouveau un rire. Bon, je vais me coucher. La chaise grinça sous le poids de Bernard. Demain, grosse journée. Hélène, sans le moindre bruit, comme une ombre, glissa le long du couloir pour retourner dans la chambre et referma la porte derrière elle. Le verrou cliqueta doucement. La pièce était plongée dans l'obscurité, seul le lampadaire de la rue projetait sur le lit des bandes jaunes obliques à travers les lames du store. Sur la table de nuit, le cadran électronique d'un réveil luisait faiblement. 5 heures. L'aube approchait. Le sommeil avait disparu. À l'intérieur, tout s'était comprimé en un ressort tendu. Le tremblement de ses mains s'était apaisé. Il ne restait plus qu'un besoin froid, mécanique, d'agir. Hélène prit son téléphone. L'écran balaya son visage d'une lueur bleutée. Elle plissa les yeux. Elle ouvrit l'application de sa banque, mot de passe, connexion. À l'écran s'afficha le solde du compte commun du ménage. 7 000 euros. Ce n'était pas l'argent de Bernard. 3 ans auparavant, Hélène avait vendu une petite maison de campagne dont elle avait hérité de sa tante défunte. Cet argent, selon la loi, lui appartenait en propre. Mais Bernard l'avait obligée à le verser sur le compte commun pour le ménage. Commun. Hélène eut un sourire amer. Ses lèvres étaient gercées. Elle passa dans l'onglet des virements, sélectionna le compte à débiter, puis le numéro de sa carte personnelle, secrète. Cette carte, elle l'avait ouverte 6 mois plus tôt, sur une simple intuition, le jour où Bernard avait oublié son anniversaire pour la première fois, sans même s'excuser. Montant du virement, 7 000 euros, au centime près. Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Valider ». Dans la pièce voisine, Bernard ronfla bruyamment. Le son était lourd, assuré. Le son d'un maître du monde. Elle appuya sur l'écran. La roue de chargement tourna pendant des secondes qui parurent une éternité. Puis apparut une coche verte. Virement effectué. Respirer devint un peu plus facile. Mais ce n'était que la première étape. Hélène ferma l'application bancaire, ouvrit le site officiel des services publics, le portail de l'administration. Ses mains, malgré tout, tremblaient traîtreusement. Elle se trompa en tapant son mot de passe, effaça, recommença. Menu, immobilier, demande. Les lignes de texte se brouillaient devant ses yeux. Elle clignait des paupières, repoussant les larmes intempestives, et finit par trouver la bonne rubrique. Opposition à toute inscription ou modification concernant un bien immobilier sans la présence personnelle du propriétaire. Bernard la prenait pour un meuble. Il pensait qu'elle ne connaissait pas la loi et ne savait rien utiliser de plus compliqué qu'un four à micro-ondes. Mais durant ces rares heures odes où la maison était vide, Hélène lisait, simplement pour ne pas devenir folle dans ce silence. Elle lisait des forums, des articles, des conseils de notaires et d'avocats.
Elle cocha la case, appuya sur Envoyer la demande. L'écran clignota. La demande était partie. Désormais, sans sa présence personnelle, toute transaction sur la maison ressortirait immédiatement dans les registres officiels. Elle se leva du lit. Les lames du plancher sous le tapis ne grincèrent pas. Hélène connaissait chaque latte de cette chambre. Elle s'approcha de l'immense armoire à miroir, fit coulisser doucement le panneau en retenant la porte. Une odeur de sachet de lavande et de naphtaline s'en échappa. Une odeur trop parfaite, sans vie. De l'étagère du haut, elle tira un vieux sac de voyage en toile épaisse, aux poignets usés. C'était avec ce sac qu'elle avait emménagé chez Bernard. Ses gestes étaient rapides, précis. Dans le sac s'envolèrent 2 gros pulls de laine, un jean, des chaussures plates et confortables, des sous-vêtements. De maquillage, elle n'avait presque rien, juste une crème pour les mains et un baume à lèvres. Elle ouvrit le tiroir de la commode, tâtonna tout au fond et trouva une chemise cartonnée, rigide. Son diplôme d'infirmière. Une couverture bleue. La chemise vint se poser sur les pulls. Sur la console près de l'entrée traînaient ses clés, le porte-clés d'une vieille Peugeot. C'était sa voiture personnelle, achetée bien des années plus tôt et immatriculée à son nom, à laquelle Bernard n'avait jamais touché. Le métal des clés rafraîchissait agréablement sa paume. Hélène ferma la fermeture éclair du sac. Le bruit lui parut assourdissant. Elle se figea, tendit l'oreille. Le ronflement dans la pièce voisine ne s'interrompit pas. Elle s'approcha de la coiffeuse, ouvrit un tiroir, prit un stylo et un carnet où elle notait ses recettes et arracha une feuille blanche. Le stylo griffait le papier, traçant des traits brusques et profonds. Tu me prenais pour un meuble silencieux. Tu comptais me jeter à la rue. Eh bien, le meuble est parti tout seul. Adieu. Elle posa le mot sur le fauteuil. Sur le fauteuil s'entassaient les chemises de Bernard. Il les avait jetées la veille au soir, par-dessus son épaule, négligemment. Hélène, repasse-les pour demain matin, j'ai des rendez-vous. Hélène regarda sa main droite. À l'annulaire luisait faiblement une large alliance en or, classique, lourde. Elle la tira. L'anneau résistait. Hélène serra les dents, tira plus fort. Le métal lui arracha douloureusement la première couche de peau en franchissant l'articulation. Il céda enfin. Sur le doigt restait une profonde marque pâle, la trace d'un collier. Elle ne chercha pas un joli écrin de velours, ne le posa pas en évidence sur la console. Elle desserra simplement les doigts. L'or lourd tomba directement sur le col froissé de la chemise non repassée de son mari. Hélène prit le sac, fit passer la bandoulière sur son épaule. Le poids tira sur ses muscles, mais c'était un poids juste, rassurant. La sortie de la chambre, le couloir, la porte d'entrée. Le déclic du verrou résonna fort. Elle sortit sur le palier. La maison restait derrière elle. Le matin était maussade. Une petite pluie d'automne, fine et désagréable, tombait. Ça sentait l'asphalte mouillé, les feuilles pourrissantes et les gaz d'échappement. Cette odeur parut à Hélène l'air le plus pur du monde. Elle s'approcha de sa Peugeot grise. La carrosserie était couverte de fines gouttes de rosée. La portière grinça, laissant entrer sa propriétaire dans l'habitacle. À l'intérieur, ça sentait le vieux plastique et la poussière. Hélène introduisit la clé dans le contact, tourna. Le moteur tout sauta, octa, mais démarra. Une vibration régulière et ronronnante parcourut la carrosserie. Elle sortit son téléphone de la poche de sa veste, ouvrit la liste de ses contacts. Le Marty, glissé vers la gauche, bloqué. La belle-mère, glissé vers la gauche, bloqué. Margot, la belle-sœur, bloquée. Tous les numéros qui la reliaient à cette maison partirent dans la liste noire. Elle laissa actif uniquement une ancienne messagerie. Il y avait là le contact de Damien, son fils, la seule personne de sa vie d'avant qu'elle ne pouvait pas rayer. Les essuie-glaces grincèrent sur le pare-brise, chassant les gouttes de pluie. Hélène enclencha une vitesse, appuya sur l'accélérateur. La vieille voiture sortit lentement de la cour du lotissement huppé, se dissolvant dans l'aube grise. C'est une chose étrange, et peut-être l'avez-vous déjà ressenti. On peut vivre des années aux côtés de quelqu'un et ne devenir, à ses yeux, qu'une fonction. Une présence utile, jamais une personne. Et le plus troublant, c'est qu'on finit souvent par s'y habituer soi-même, par oublier qu'on a été, un jour, autre chose. Hélène a entendu, cette nuit-là, ce que d'autres n'entendent jamais, la vérité nue sur la place qu'elle occupait. Et au lieu de s'effondrer, elle a agi. Mais dites-moi, vous, qu'auriez-vous fait à sa place ?
Seriez-vous parti dans le silence, comme elle, ou auriez-vous eu besoin de faire éclater la colère? La route s'étirait, ruban gris et mouillé. La ville était restée loin derrière, dissoute dans la brume trouble du matin. La pluie d'automne s'était installée. D'abord fine, presque un crachin, elle s'était mise à frapper le toit de la vieille Peugeot de grosses gouttes lourdes. Les essuie-glaces usés crissaient sur la vitre d'un son monotone, presque hypnotique. Dans l'habitacle, ça sentait l'humidité, le vieux tabac incrusté dans les sièges par les anciens propriétaires, et le plastique fatigué. Le chauffage tournait à plein régime. Il vrombissait, soufflait de l'air tiède, tentait de venir à bout de la buée. Mais les pieds d'Hélène, dans ses chaussures légères, restaient glacés. Elle conduisait en pilote automatique. Les muscles de son dos s'étaient pétrifiés. Entre ses omoplates s'était installée une douleur sourde et lancinante. Ses mains, jusqu'à en blanchir les jointures, agrippaient le volant à la gaine élimée. L'adrénaline, qui l'avait tenu debout durant toute cette nuit interminable, commençait lentement à refluer. À sa place venait le vide, lourd, visqueux, qui emplissait la cage thoracique au point qu'il devenait difficile de respirer. Sa nuque s'était alourdie comme du plomb, ses yeux la brûlaient, comme si on y avait versé de l'eau bouillante. À travers le bruit monotone de la pluie et le vrombissement du chauffage, un autre son perça. D'abord faible, tremblant. Hélène ne comprit pas tout de suite que ce son, c'était elle qui le produisait. L'air manqua dans ses poumons. Sa gorge se serra dans un spasme brutal. Elle donna un coup de volant brusque vers la droite. La voiture fit une embardée, mordit sur le bas-côté boueux, rebondit dans un nid de poule. Les freins crissèrent avec un couinement aigu. Le moteur cala. Hélène laissa tomber sa tête sur le volant. Le plastique s'enfonça douloureusement dans son front. Et là, Hélène craqua. Elle sanglota. Violemment, bruyamment, à plein poumon. Ce n'étaient pas de jolies larmes de cinéma. De sa poitrine s'arrachait un sanglot rauque, déchirant. Elle suffoquait, happait l'air froid à pleine bouche, s'étranglait dans ses propres larmes. Ses épaules tressautaient, secouant tout son corps. Toute la douleur, toutes les offenses avalées, toutes les humiliations accumulées en 23 ans déferlèrent enfin. Elle pleurait sa jeunesse, ses rêves jamais nés, son diplôme d'infirmière jeté au fond d'une commode, elle-même, cette fille vivante et joyeuse qu'on avait, jour après jour, méthodiquement transformée en servante muette. Hélène releva la tête du volant, essuya son visage rougi et trempé du revers de la main. Son regard tomba sur ses mains. Elle fixa ses doigts posés sur ses genoux. La peau des jointures était gercée, rougie. Les ongles taillés à ras. C'est plus pratique pour décrasser la graisse des poils et frotter les plinthes. Sur le poignet droit, une fine cicatrice blanchâtre laissée par le bord d'un four brûlant. Sur l'index, une coupure récente laissée par un couteau de cuisine. Des mains de servante. Les mains d'une femme que plus personne, depuis longtemps, ne regarde avec tendresse ou respect. Dans sa mémoire ressurgit avec une netteté douloureuse cette soirée, un mois auparavant. Un restaurant chic au centre-ville, où Bernard lui avait ordonné de l'accompagner pour le standing. Ça sentait la viande grillée, l'huile de truffe et le parfum hors de prix. Une lumière douce et tamisée tombait sur les lourds verres en cristal. Un jazz discret jouait en sourdine. Bernard, assis à côté d'elle, discutait de gros contrats avec un nouveau partenaire. Le partenaire était venu avec sa femme, une jeune blonde tirée à 4 épingles, à la manucure parfaite et à la peau rayonnante. Bernard racontait quelque chose avec passion, gesticulant. Sa main gauche reposait sur la nappe d'un blanc immaculé. Hélène se taisait. Toute la soirée, elle s'était sentie de trop, comme une passante qui se serait égarée dans la fête des autres. Et soudain, cédant à un élan naïf, elle eut désespérément besoin d'un soutien. Elle tendit la main, timidement, posa sa paume sur celle de son mari, juste pour sentir un peu de chaleur. Bernard tressaillit. D'un geste brusque, écœuré, il rejeta sa main. Le mouvement fut rapide, comme s'il s'était brûlé. Il ne se contenta pas de retirer sa main, il la cacha précipitamment sous la table, puis il coula vers Hélène un regard où se mêlaient l'agacement et une honte sourde, non dissimulée.
Il avait honte. Honte de ses doigts mal soignés, de ses ongles courts sans vernis, du fait qu'elle soit assise là, à côté de l'épouse rutilante du partenaire, gâchant son image d'homme d'affaires prospère. La femme du partenaire remarqua le geste. Elle baissa rapidement les yeux vers son assiette et dissimula un sourire condescendant derrière le bord de son verre de vin. Hélène aurait voulu disparaître, s'enfoncer sous terre, là, sur l'épaisse moquette du restaurant. Elle glissa ses mains rougies sous la table, les serra l'une contre l'autre jusqu'à en avoir mal aux articulations, et jusqu'à la fin de la soirée, elle resta là, sans lever les yeux de son assiette. « Je le hais !» râla Hélène dans la voiture vide. Sa voix se brisa. Elle frappa de toutes ses forces le volant de son poing. Une fois, deux fois. Le plastique répondait d'un bruit sourd sous les coups. « Je le hais !» Elle criait à pleine voix, s'arrachant les cordes vocales, hurlant dans le vide de l'habitacle toute l'injustice, toute la rancœur envers elle-même pour sa faiblesse, envers lui pour sa cruauté, envers la belle-mère pour son fiel, envers ses mains gercées qui avaient repassé ses chemises pendant qu'il décidait de la flanquer à la rue. La pluie tambourinait sur le toit de la vieille voiture, étouffant ses pleurs. Vers midi, la pluie cessa enfin. Les nuages s'écartèrent à contre-cœur, laissant filtrer un soleil d'automne pâle et froid. La Peugeot s'engagea lentement sur une route défoncée dans un village. À l'entrée, pendait de travers un panneau de tôle bleue, la Fontaine Claire. À 200 kilomètres de la ville, un autre monde. Ça sentait les feuilles mouillées, l'épaisse fumée des cheminées et la terre humide. Le long de la route s'alignaient des maisons de pierre et de pans de bois. Marquons une courte pause, ensemble. Si cette histoire trouve un écho en vous, accordez-lui un instant d'attention. Pour moi, ce n'est pas un simple chiffre, c'est une forme de remerciement silencieux. Et j'aimerais beaucoup savoir d'où, dans le monde, vous m'écoutez en ce moment. Quand je vois apparaître le nom de vos villes et de vos régions, tout cela cesse d'être une histoire anonyme pour devenir une grande maison chaleureuse où l'on attend toujours ses amis. Mais revenons à notre récit. Devant l'unique épicerie en pierre du village était garé un vieil utilitaire. Hélène roulait très lentement. Ses yeux la piquaient, ses paupières étaient gonflées, lourdes, au point qu'il lui était douloureux de cligner. Sa bouche était desséchée. Le GPS de son téléphone avait perdu le réseau depuis longtemps. Vers la sortie du village, à la lisière de la forêt, là où commençait un chemin de terre, elle aperçut une solide maison à étages, aux volets sculptés repeints de frais en blanc. Près d'un haut portillon pendait un écriteau de bois patiné, chambre d'hôte. Hélène s'arrêta sur le bas-côté envahi d'herbes jaunies, tourna la clé de contact. Le moteur se tut. Le silence s'abattit sur ses oreilles en une vague épaisse et douce. Après le vacarme de la route, il paraissait assourdissant. Hélène descendit de voiture. Ses jambes se dérobaient, tremblaient comme après une forte fièvre. L'air humide de la forêt lui irrita la gorge par manque d'habitude. Elle resserra sa veste, prit son sac sur le siège passager et marcha vers la maison. Le portillon de bois grinça longuement. La cour était soigneusement balayée, ça sentait le bois de bouleau sec et les pommes blettes. Sur le perron sortit une femme, un peu enveloppée, en gilet de laine chaude, par-dessus une simple robe sombre. Le visage rond, creusé de rides profondes au coin des yeux et des lèvres, mais le regard, lui, était chaleureux et très attentif. Elle tenait un balai à la main. « Bonjour !» La voix d'Hélène trembla et se brisa. Elle tenta de se racler la gorge, lissa de sa main libre ses cheveux ébouriffés. « Vous auriez une chambre à louer ?» La femme s'appuya sur son balai, détailla Hélène d'un long regard, s'attardant sur son visage bouffi, marbré par les larmes récentes, sur ses mains crispées qui malaxaient la poignée d'un sac de voyage bon marché, sur ses épaules voûtées. Aucune question ne vint. Ni curiosité oisive, ni pitié feinte. Bien sûr, pourquoi pas ? La femme posa son balai contre la rambarde, s'essuya les mains sur son tablier. « Je m'appelle Marthe. Entrez, ne restez pas dans le vent. » « Ce serait pour un moment, pas juste une nuit, » précisa Hélène à voix basse, en faisant un pas vers les marches. « Même pour un an, si vous voulez. Déchaussez-vous là, dans l'entrée, sur le tapis. » Marthe la conduisit au premier étage par un escalier de bois grinçant mais solide, poussa la dernière porte au fond du couloir. La chambre était petite mais lumineuse. 2 fenêtres de bois donnaient directement sur la forêt de conifères. Les murs en madrier brut respiraient une chaleur vivante. Ça sentait la lavande séchée, le bois et le linge propre, amidonné. Sur le sol, un petit tapis tissé.
Sur le large lit, un épais édredon en patchwork. Près de la fenêtre, une petite table et une chaise. Voilà, installez-vous ici, dit Marthe en ajustant le rideau. Les toilettes et la douche sont dans le couloir, à gauche. Il y a de l'eau chaude, j'ai allumé le chauffe-eau dès ce matin. Je vous dois combien ? Hélène posa son sac à terre, fouilla dans sa poche pour y prendre son porte-monnaie, les mains tremblantes. On comptera plus tard. Vos papiers, vous me les montrerez après. Ça ne s'envolera pas. Marthe arrêta sa main avec douceur mais fermeté, la recouvrant de sa paume chaude. Allez vous rafraîchir, et quand vous descendrez sur la véranda, je mettrai la bouilloire. On va se réchauffer. Le soir descendit sur la fontaine claire, recouvrant rapidement le village d'une brume grise et glacée. Le ciel s'assombrit, l'air se fit piquant. Hélène sortit sur la véranda couverte, jeta sa veste sur ses épaules par-dessus son pull. Son visage brûlait après la douche chaude, son corps était courbattu de fatigue, mais à l'intérieur régnait un calme étrange, presque effrayant. Ni douleur aiguë, ni peur. Sur la lourde table de bois, une bouilloire électrique soufflait son panache de vapeur. Marthe disposait des tasses ventrues en grès. « Assieds-toi, allez, mets tes jambes sous le plaid, sinon tu vas attraper froid avec ces planchers glacés », commanda l'hôtesse en désignant une chaise à haut dossier d'un signe de tête. Elle était passée au tutoiement sans même y penser, comme on s'adresse à une proche. Hélène versa dans sa tasse un liquide ambré et sombre depuis la théière. Au-dessus de la table flotta un arôme dense, âpre, légèrement amer, de thym et de menthe poivrée. Hélène entoura la tasse brûlante de ses deux mains, pressa ses paumes contre le grès rugueux. La chaleur se mit lentement à se diffuser, picotant ses doigts engourdis. Elle but une gorgée. Le thé lui brûla la langue, dévala son œsophage en une boule chaude, la réchauffant de l'intérieur. « Tu t'es enfui de chez ton mari ? Demanda Marthe, calmement, sans pathos. Elle ne regardait même pas Hélène, triant d'un air affairé des herbes séchées dans une corbeille tressée. Hélène tressaillit. La tasse tinta bruyamment contre la soucoupe. « Ça se voit tant que ça ? Tu as les yeux d'une femme qui a désappris à regarder les gens en face. » Marthe soupira lourdement, posant son bouquet d'herbes. « Il te frappait ? » ?»« Non. » Hélène secoua la tête, le regard perdu dans le mur sombre de la forêt derrière la fenêtre. « Il ne me frappait pas. Pas une seule fois il n'a levé la main sur moi. » »« Alors il te tuait avec des mots. C'est parfois pire encore. Pour les bleus, il y a des pommades à la pharmacie. Mais l'âme, on ne la recouvre avec rien. » Et Hélène craqua de nouveau. Pour la deuxième fois de la journée, mais cette fois sans larmes. Les mots se mirent à couler d'eux-mêmes, désordonnés, précipités, amers. Hélène raconta ses 23 ans passés au service de la vie des autres, comment elle avait quitté l'hôpital parce que un homme doit subvenir aux besoins de sa femme. Les éternelles piques venimeuses de la belle-mère, cette immense maison où chaque jour elle astiquait les sols en se sentant un fantôme, et la conversation de cette nuit dans la cuisine obscure, le notaire et Sandrine, le plan ignoble de la laisser sans toit. Elle parlait, et à chaque mot qui quittait ses lèvres, elle se sentait physiquement plus légère, comme si elle déposait un poids qu'elle avait porté en elle pendant de longues années. Marthe écoutait en silence, hochant parfois la tête et resservant du thé chaud. Pas une seule fois elle ne l'interrompit. Quand Hélène fut enfin à bout de souffle et se tut, un silence épais tomba sur la véranda. Seul le vent froissait les feuilles sèches dans le vieux verger de pommier. « Moi aussi j'ai fui, un jour », dit soudain Marthe. Sa voix devint basse, sourde. « Ça fait une 30aine d'années. Le mien, il éduquait à coups de poing, quand il avait bu. Il me poursuivait dans la cour, et les voisins détournaient la tête. Les murs sont hauts, hein, et c'est sûrement de ma faute. » Elle but son thé refroidi, passa une main sur son visage. « Une nuit, je n'ai plus tenu. J'ai pris mes 2 gamins sous le bras, on est parti dans ce qu'on avait sur le dos, en chaussons, pieds nus dans la neige. C'était un hiver glacial. On a failli geler à la gare en attendant le train. On est venu ici, chez ma cousine. Cette maison, après, on l'a bâtie nous-mêmes, planche par planche, poutre par poutre. » Marthe releva la tête, regarda Hélène droit dans les yeux. Son regard était sévère et sûr.
Ça va être dur pour toi, Hélène. Au début, tu ne pourras pas dormir, tu réfléchiras la nuit. Tu te diras peut-être, j'ai eu tort, j'aurais dû endurer, me taire. L'habitude d'être une victime, c'est tenace. Hélène avala la boule dure qui lui montait à la gorge. J'ai déjà peur, je ne sais rien faire. Marthe tendit la main par-dessus la table, recouvrit la paume tremblante d'Hélène de la sienne. La main de l'hôtesse était chaude, rugueuse de travail, et profondément rassurante. La liberté, ma petite, c'est quand tu peux pleurer dans ton propre lit, en sachant que le matin personne ne te traitera d'idiote pour tes yeux gonflés. Marthe prononça ces mots lentement, en détachant chaque syllabe. La première année, c'est terrifiant, le sol se dérobe sous tes pieds. Et puis, il te pousse des ailes, et après ça, ni avec des promesses, ni avec de l'argent, on ne te ramènera plus dans cette cage. Retiens bien ça. Hélène monta dans sa chambre, au premier. Dehors régnait une obscurité totale, d'un noir d'encre. Dans le village, il n'y avait ni vrombissement d'autoroute, ni hurlement de sirène. Le silence était si dense qu'il bourdonnait légèrement dans les oreilles, par manque d'habitude. Elle n'alluma pas le plafonnier, s'assit au bord du lit, sortit son téléphone de la poche de sa veste. Le réseau passait très mal ici. L'indicateur n'affichait que 2 faibles barres. Elle ouvrit l'ancienne messagerie, trouva l'unique contact qu'elle n'avait pas bloqué. Damien, mon fils. À l'intérieur, remua de nouveau une culpabilité vive, lancinante. Oui, c'était un homme désormais, 22 ans, une femme à lui, Léa, leur propre vie. Mais il restait son enfant. Qu'est-ce que Bernard allait lui raconter au matin? Comment allait-il tout retourner? Il la traiterait de folle, de voleuse. Ses doigts s'immobilisèrent au-dessus du clavier de l'écran. Elle ne se lança pas dans de longues explications confuses. Ce n'était pas le moment, et elle n'en avait tout simplement pas la force. Elle tapa un court message. Mon grand, tout va bien pour moi. J'ai quitté ton père, ne me cherche pas pour l'instant. Je suis en sécurité, j'ai besoin de me retrouver. Je t'aime. Elle appuya sur Envoyer. Une fine barre verte de chargement courut sur l'écran. Le message partit. Hélène coupa le son du téléphone, le posa sur la table, écran retourné, fit glisser ses vêtements sur la chaise et se glissa sous l'édredon de plumes, lourd et douillet. Les draps sentaient le froid et la propreté. Elle resta allongée, les yeux ouverts, et écouta. Aucun ronflement lourd derrière le mur. Aucun pas traînant de belle-mère dans le couloir nocturne. Aucune peur poisseuse à l'idée que, demain matin, il faudrait à nouveau se forcer à arborer un sourire en bois pour ceux qui la considéraient comme une moins que rien. Elle ferma les yeux, et pour la première fois en presque un quart de siècle, sombra dans un sommeil profond, réparateur, sans le moindre rêve. Toc toc toc. Un son brusque et agaçant perça les restes d'un sommeil matinal pesant. Bernard grimaça, s'enfonça plus profondément dans l'oreiller. Le cognac de la veille se rappelait à lui par une douleur sourde et lancinante aux tempes. Sa bouche était sèche et amère. Toc toc toc, le son se fit plus insistant. S'y ajouta une voix grinçante, mécontente. Bernard, t'es devenu sourd ou quoi? Il est presque midi. Bernard décolla les paupières. Le plafond de la chambre se perdait dans une pénombre matinale grisâtre, les rideaux bien tirés. Il se retourna sur le dos, tâtonna de la main sur l'autre moitié du lit. Le drap était froid, parfaitement lisse. Personne n'y avait dormi cette nuit-là. Hélène! Cria-t-il dans le vide de la pièce. Sa voix était rauque. Aucune réponse ne vint. Seul montait du rez-de-chaussée, à nouveau, le bruit d'une canne frappant le parquet. Repoussant l'édredon chaud, Bernard s'assit au bord du lit, frissonna de froid. Il faisait frais dans la maison. D'habitude, à cette heure, sa femme avait déjà aéré les pièces, mis la cafetière en marche, et dans l'escalier montait l'arôme dense et revigorant du café fraîchement passé et des tartines grillées. Là, rien ne flottait. L'air était confiné, lourd. Il glissa ses pieds dans ses chaussons moelleux, enfila une robe de chambre, descendit le large escalier de chêne. À la cuisine l'accueillait un vide effrayant, sonore. Les plaques éteintes. Sur le plan de travail, pas une miette. Geneviève était assise à la grande table de la salle à manger, emmitouflée dans un châle de laine, et frappait rageusement le pied d'une chaise du bout de sa canne. Je ne comprends pas, on déjeune aujourd'hui ou on se nourrit du Saint-Esprit? La vieille femme pinça ses lèvres minces. Ses yeux se rétrécirent méchamment. Où elle est ta bonne femme? Elle dort jusqu'à midi peut-être. Madame se prend pour une baronne.
Mais qu'est-ce que j'en sais, moi répliqua Bernard en ouvrant le réfrigérateur. Sur les étagères s'alignaient en bon ordre des boîtes hermétiques, des yaourts, une brique de lait, mais aucun petit déjeuner préparé. La lumière froide de l'ampoule éclaira son visage mécontent. Elle est partie faire des courses, peut-être. Il claqua la porte. L'irritation montait. Bernard chérissait ses rituels matinaux et ne supportait pas qu'on les bouscule. En 23 ans, pas une seule fois, il n'était parti au travail sans un petit déjeuner chaud et une chemise repassée. Les chemises. Les rendez-vous. Bernard jura entre ses dents et monta rapidement, sautant une marche sur deux. Le souffle court. Il entra dans la chambre, alluma le plafonnier, dispersant les ombres grises. Son regard accrocha aussitôt le fauteuil. Sur le dossier s'entassaient ses chemises, froissées, exactement comme il les avait jetées la veille au soir. Les mâchoires se contractèrent, ça dépassait les bornes. Il fit un pas vers le fauteuil, prêt à composer son numéro et à lui dire tout ce qu'il pensait de ses obligations. Mais il remarqua alors le bout de papier blanc. Il était posé tout en haut de cette pile de chemises, et par-dessus le papier luisait faiblement de l'or. Bernard prit la feuille. L'anneau glissa, tomba avec un tintement léger sur la moquette. Les lettres dansaient, enfoncées dans le papier avec une telle force qu'elle l'avait déchiré par endroits. Tu me prenais pour un meuble silencieux. Tu comptais me jeter à la rue. Eh bien, le meuble est parti tout seul. Adieu. Il relut le texte 2 fois. Le sens des mots lui parvenait avec peine, comme à travers une couche de coton. Elle avait entendu. Cette nuit, dans la cuisine, elle avait surpris la conversation. Donc, Bernard froissa le papier en boule avec dégoût, le jeta dans un coin de la pièce. Ses lèvres se tordirent en un rictus méprisant. Hystérique, siffla-t-il entre ses dents. Envie de faire du drame sur ses vieux jours. Il ramassa l'anneau au sol, le fit tourner entre ses doigts, lourd, lisse. À l'intérieur, tout bouillonnait d'amour-propre blessé, mais il n'y avait pas de peur. Où veux-tu qu'elle aille? Pas d'appartement à elle, plus de métier depuis longtemps. Elle va aller piquer sa crise chez son frère à la campagne, comprendre que sans son argent à lui elle n'est rien, et revenir. Et en plus elle demandera pardon. Il tendit la main vers la table de nuit pour prendre son téléphone. Il fallait virer un peu d'argent à sa mère pour qu'elle commande un repas tout prêt au restaurant, puisque la cuisinière s'était mutinée. L'écran se déverrouilla. L'application bancaire réclama le mot de passe. Bernard se rendit sur la page d'accueil. Son regard balaya les chiffres du compte commun du ménage. Ses doigts se figèrent au-dessus de l'écran. Il cligna des yeux, approcha le téléphone de son visage, n'en croyant pas ses yeux. Solde, 0 €. La veille au soir, il y avait là 7 000 €. Il s'en souvenait parfaitement. Oui, formellement, c'était l'argent de la vente de la maison de campagne de sa tante défunte, mais il était sur leur compte commun, dans leur famille. C'était son matelas de sécurité pour les dépenses du quotidien. Bernard tapota fébrilement l'historique des opérations. Virement vers Hélène. 7 000 €. Le sang lui monta instantanément au visage. Ses oreilles s'embrasèrent, son cou rougit. Elle n'était pas seulement partie, elle avait pris l'argent. Pas un instant son esprit n'effleura l'idée qu'elle avait repris son propre héritage. Pour lui, c'était un vol éhonté. « Maman !» cria-t-il si fort que les pendeloques de cristal du lustre tintèrent. Il jaillit de la chambre, dévala l'escalier. Geneviève sursauta à table. « Mais qu'est-ce que tu hurles dès le matin ?» grogna-t-elle en se massant la poitrine. « Elle a pris l'argent. » Bernard agitait le téléphone devant le visage de sa mère. Tout, sur le compte commun, vidé jusqu'au dernier centime, cette nuit. La belle-mère pâlit. La canne lui tomba des mains sur le sol avec un bruit sec. Comment ça a pris? Combien? 7 000. Bernard, mais c'est du vol. Appelle la police, immédiatement, qu'on la jette en prison. Quelle police, maman, tu es folle? C'est un compte commun, c'est ma femme, sur le papier. Bernard arpentait la cuisine de long en large. Sa respiration s'était faite rapide, lourde. Dans sa tête battait une seule pensée, la maison. Si elle s'était révélée assez calculatrice pour vider le compte en douce, alors avec la maison, il ne fallait pas attendre une seconde. Il trouva dans ses contacts le numéro de l'avocat. Les sonneries semblaient interminables. « Pascal !» lança Bernard dès qu'on décrocha à l'autre bout.
Tout de suite, maintenant, on lance la procédure. Ma femme s'est enfuie, aujourd'hui même, on transfère au nom de ma mère. J'arrive. Il y a une chose troublante dans la réaction de Bernard, et peut-être l'avez-vous remarqué. Pas une seconde, il ne s'interroge sur ce qu'il a fait, sur ce qu'elle a pu entendre. Sa première pensée n'est pas la peine, ni même la colère du trahi. C'est la perte d'un bien. L'argent, la maison, le confort. Pour certains, l'autre n'a jamais été qu'un poste dans une comptabilité. Et vous, à votre avis, peut-on aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment regardé comme une personne? Ou faut-il d'abord le perdre pour enfin commencer à le voir? Le cabinet de maître Pascal Reynaud sentait le café fraîchement passé et l'eau de toilette masculine onéreuse. Derrière la fenêtre, au 10e étage du centre d'affaires, défilaient des nuages gris. Bernard arpentait le vaste bureau. Ses chaussures cossues claquaient sourdement sur le parquet stratifié. L'avocat était assis à un bureau massif. Il portait un costume bleu marine impeccablement coupé. Le visage impassible, calme. Ses doigts pianotaient rapidement sur le clavier. La souris cliquait. Une fois, deux fois. Un silence long et désagréable s'installa. Pascal Reynaud cessa de taper, se renversa dans son fauteuil de cuir, ôta ses lunettes à fine monture métallique et les essuya lentement avec une lingette. Bon, qu'est-ce que tu attends? S'impatienta Bernard, s'arrêtant au milieu du bureau. Les papiers sont prêts, je signe. Ma mère arrive, on règle tout. Bernard, asseyez-vous. La voix de l'avocat était égale, sans la moindre émotion, comme celle d'un médecin annonçant un mauvais diagnostic. Bernard ne s'assit pas. Il s'approcha du bureau, s'y appuya des deux mains. Le montage avec le partage des biens et la donation qui suit, s'est annulé, dit sèchement Pascal. Comment ça, annulé? C'est toi-même qui disais que tout était prêt, qu'on bouclerait ça en 2 jours? Je le disais hier. Aujourd'hui, la situation a changé. L'avocat tourna l'écran vers Bernard. Un extrait s'y affichait, parsemé d'annotations en rouge. Votre épouse s'est révélée bien plus prévoyante que vous ne le pensiez. Cette nuit, par le portail de l'administration, une demande officielle a été déposée. Quelle demande encore? Bernard sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Une opposition à toute inscription ou modification concernant votre bien immobilier commun, sans sa présence personnelle. La demande est déjà en cours de traitement. Bernard fixa l'écran. C'est absurde. Elle n'a pas l'esprit pour de tels montages. Sur son téléphone, elle ne cherche que des recettes de tarte. Elle l'a eu, comme vous voyez. Pascal remit ses lunettes, jeta à son client un regard sévère. Écoutez-moi attentivement. La demande est acceptée. Désormais, notre montage ne passera plus. Sans sa présence personnelle, toute tentative de réenregistrement ressortira instantanément dans les registres. Ça sentira l'escroquerie, le pénal. Je n'ai pas l'intention de perdre ma licence et ma liberté pour vos histoires de famille. Le montage ne marche pas. La maison est bloquée. Bernard suffoqua. Son visage se couvrit de plaques rouges. Il frappa lourdement le bureau verni du poing. Le coup fut violent. Une tasse de porcelaine remplie de café fit un bond. Le liquide sombre se répandit sur la table, inondant les feuilles d'un blanc immaculé. Mais Bernard ne le remarqua même pas. Il restait là, le souffle court, le regard dans le vide. L'ordre de vie commode et familier auquel il était habitué venait de s'effondrer. Une semaine passa. La maison, qui de longues années durant avait resplendi de propreté, commença lentement à se couvrir de crasse. La poussière se déposait en un voile gris sur les boiseries d'acajou. Sur le carrelage brillant de l'entrée séchaient des traces de chaussures. Mais le pire, c'était la cuisine. Ça y sentait le lait tourné, la vieille graisse et la poubelle pas vidée. Geneviève, privée de sa victime principale, semblait s'être déchaînée. Tout son fiel, qu'elle avait méthodiquement déversé sur Hélène des années durant, il fallait à présent l'éclabousser sur tout le monde, indistinctement. Au cours de cette semaine, Bernard tenta d'embaucher une femme de ménage. La première, une femme discrète d'une 40aine d'années, tint exactement 2 jours. Geneviève la suivait pas à pas, l'obligeant à laver les sols 3 fois et disserquant à voix haute sur le fait que les domestiques, de nos jours, sont devenus bêtes. La femme s'en alla un mercredi soir, sans même prendre l'argent de ses 2 jours de travail. Elle se contenta de franchir la porte en pleurant. Le jeudi, l'agence en envoya une deuxième. Gisèle était une femme forte, large d'épaules, à la voix tonitruante. Elle annonça d'emblée qu'elle ne supporterait pas les caprices des autres. Le conflit éclata le samedi, avant le déjeuner.
Bernard venait de rentrer du bureau. Il avait retiré sa veste, desserré sa cravate, en proie à une fatigue immense. Les affaires patinaient, il dormait mal, mangeait sur le pouce. Il entra dans la cuisine. Gisèle se tenait près des plaques, versant dans une assiette un pot-au-feu épais et parfumé qui sentait l'ail et le persil. Geneviève était assise dans son coin, à table, les lèvres pincées. La femme de ménage posa l'assiette devant la vieille femme. Mangez, c'est chaud. Geneviève jeta dans l'assiette un regard dédaigneux, remua la mixture avec sa cuillère, leva sur Gisèle un regard chargé de mépris. C'est quoi ça? Un pot-au-feu, avec du jarret de bœuf et des légumes frais, répondit Gisèle avec calme, s'essuyant les mains à un torchon. Ce n'est pas un pot-au-feu. La voix de la vieille femme grimpa dans les aigus. Elle repoussa violemment l'assiette. Le bouillon se renversa sur la nappe immaculée. C'est de la lavasse. À cause de votre tambouille, j'ai des brûlures d'estomac depuis 3 jours. Et une crasse partout. Bernard grimaça, se cachant les yeux d'une main. Une énième crise commençait. Maman, arrête. Mais Gisèle n'était pas Hélène. Elle ne baissa pas les yeux, ne se tut pas. Lentement, elle retira son tablier, prit sur la table le chiffon mouillé et sale qui venait d'essuyer le plan de travail. Geneviève se figea en voyant l'expression du visage de la femme de ménage. Gisèle se tourna vers Bernard. Son visage avait rougi de fureur. « Bon, écoutez bien, monsieur. » Elle jeta le chiffon mouillé. Avec un floc humide, il atterrit en plein sur les souliers italiens cossus et cirés de Bernard, y laissant des traînées savonneuses. Bernard recula. « Mais qu'est-ce que vous vous permettez » s'indigna-t-il. « Je n'ai pas été embauché pour endurer les brimades de cette vieille folle en échange de vos aumônes. » La voix de Gisèle résonnait, forte et assurée. Elle désigna Geneviève recroquevillée. « Elle m'a sucé tout le sang en 3 jours. Trouvez-vous une autre poire, ou mieux, allez lui vider ses peaux vous-même. » Elle tourna les talons et, d'un pas pesant, sortit dans le couloir. « Mal élevé !» lança la belle-mère, trop tard, dans son dos. « Dehors !» Le claquement de la porte d'entrée fut d'une telle violence qu'un tableau tomba du mur de l'entrée. Le grondement du choc trembla longtemps encore dans les pièces vides de la maison. Bernard restait planté au milieu de la cuisine sale, fixant la flaque de pot-au-feu sur la nappe, le chiffon mouillé à ses pieds. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une chose. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et quel genre d'histoire vous touche le plus. J'essaierai de travailler dans cette direction, pour vous. Et une petite requête, mais qui compte beaucoup. Si, au fil de l'écoute, vous repérez dans le récit une erreur, une imprécision ou un lapsus, écrivez-le sans hésiter. Votre retour sincère mais infiniment précieux. Il m'aide à voir les défauts, à progresser et à améliorer la qualité de chaque nouvelle histoire, spécialement pour vous. Merci du fond du cœur. Continuons. Pour la première fois de la semaine, la vérité commençait à l'atteindre. Le problème n'était pas la poussière. Le problème, c'était que la vie confortable à laquelle il était habitué avait pris fin, définitivement, et qu'il n'y avait plus personne pour la remettre en ordre. Tard le dimanche soir, dehors tombait une petite pluie froide. Le vent battait contre la vitre. Dans la cuisine, ne brillait qu'un faible éclairage sous la hotte. La lumière froide arrachait à la pénombre le plan de travail maculé, la montagne de vaisselle sale dans l'évier et les tasses vides sur la table. Dans une casserole bouillonnait de l'eau. Bernard se tenait devant les plaques, le col de sa chemise de marque déboutonné, la cravate traînée sur une chaise, le visage gris de fatigue et de manque de sommeil. Il jeta dans l'eau bouillante la moitié d'un paquet de raviolis du commerce. L'eau moussa. Attendre qu'il cuise correctement, il n'en avait pas la force. Son estomac gargouillait de faim. La journée entière s'était passée en coups de fil et en dispute avec les fournisseurs. À cause de ses nerfs, il avait fait capoter un contrat important. Sa mère s'était enfermée dans sa chambre et avait gémi toute la soirée, réclamant attention et médicaments. Il repêcha à l'écumoire les morceaux de pâte gonflés, les déversa dans une assiette. Les raviolis s'étaient agglutinés en une masse informe. Ils dégageaient une odeur d'épices bon marché. Bernard s'assit à table, détacha un morceau à la fourchette, le porta à sa bouche. La pâte collait aux dents. La farce se révéla sans saveur. Il mâcha avec peine, avala de force. Le goût était infect. Il reposa sa fourchette, leva les yeux.
Juste en face de lui se dressait une chaise vide. Cette même chaise sur laquelle, pendant près de 23 ans, s'était assise Hélène. Bernard se souvenait de la manière dont elle posait l'assiette devant lui. De la viande mijotée aux herbes, des plats faits maison, une soupe chaude. Ça sentait le confort, la tranquillité, la sécurité. Elle restait toujours assise en silence, les mains posées sur les genoux, à le regarder manger. Et lui, il prenait cela comme un dû. Dans la maison encombrée et silencieuse régnait un silence de mort. Seul ronronnait le vieux réfrigérateur. Une seconde, Bernard se sentit vraiment mal à l'aise. Un frisson rampa jusqu'à sa gorge, la sensation d'un homme qui comprend soudain qu'il est entièrement seul. Mais l'entêtement reprit aussitôt le dessus, les mâchoires se serrèrent. Ce n'est rien, pensa Bernard en tripotant de sa fourchette la masse de pâte agglutinée. Je m'en sortirai, je prendrai une société de nettoyage, je commanderai des plats au restaurant, je peux tout acheter. Il mastiquait cette nourriture étouffante et insipide, et refusait obstinément de s'avouer une chose toute simple. La chaleur d'un foyer, ça ne s'achète pas. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Hélène à la Fontaine Claire. Elle avait déjà un peu rattrapé son sommeil, avait cessé de tressaillir au moindre signal du téléphone, et commençait à remarquer les choses simples. Comment, le matin, l'air sentait le sapin mouillé. Comment, dans la maison de Marthe, les lattes du plancher craquaient avec une douceur familière. Comment une journée entière pouvait s'écouler paisiblement quand personne, à côté de vous, ne commande ni ne pointe les miettes sous la table. Mais Hélène ne pouvait pas rester à ne rien faire. Au cours de ces longues années de mariage, elle avait pris l'habitude d'être utile. Sauf qu'autrefois, on retournait cette utilité contre elle. On la percevait comme un service gratuit. À présent, elle voulait comprendre s'il restait en elle l'ancienne Hélène. Non pas l'épouse traquée de Bernard, mais la femme qui, jadis, travaillait au bloc opératoire et savait garder son sang-froid là où d'autres se perdaient. Marthe le remarquait. Elle observait en silence Hélène ranger, pour la 3e fois de la matinée, ses affaires dans la petite armoire, cherchant à occuper ses mains. « Viens, je vais te montrer un endroit, » dit l'hôtesse en décrochant une veste chaude. Hélène tenta de refuser, prétextant la fatigue, mais Marthe sourit doucement, chaleureusement. « N'aie pas peur, ici personne ne brise les destins de force, ici on aide les gens à les rassembler de nouveau. » Elles sortirent. L'air était frais, limpide. Elles ne marchèrent pas longtemps, tournant dans la rue voisine. Un petit bâtiment blanchi à la chaux se dressait au bord de la route. À côté, un banc fraîchement repeint, un vieux tilleul dépouillé de ses feuilles et un écriteau délavé. À l'intérieur, ça sentait la propreté, le vieux papier, la tisane et quelque chose d'insaisissablement familier qui serra le cœur d'Hélène un instant. Ça sentait la médecine. Mathieu, le médecin du village, examina longuement son vieux diplôme. Le papier avait jauni, les bords étaient un peu usés, mais le nom d'Hélène y était toujours écrit nettement. « Infirmière de bloc, donc, » dit-il en rajustant doucement ses lunettes aux verres épais. « Vous n'avez plus exercé depuis longtemps ?» Hélène baissa les yeux. « Longtemps, mais les mains se souviennent. » Hélène regarda ses paumes, abîmées, marquées de fines traces laissées par les produits ménagers, les plats brûlants et l'interminable travail domestique. « Je ne sais pas, » répondit Hélène avec franchise. « J'ai peur que non. » Mathieu ne chercha pas à la presser. Il referma le diplôme et le posa sur le bureau. « Les mains oublient moins que l'âme, Hélène. On ne va pas commencer par un poste ni par de grandes promesses. Aidez-moi simplement, à droite, à gauche, remplir des papiers, mettre de l'ordre, parler avec les gens, et puis on verra. » À cet instant, la porte du dispensaire s'ouvrit brusquement. Une jeune femme entra en courant, un petit garçon dans les bras. La femme était bouleversée, parlait vite, s'emmêlait dans ses mots, presque en pleurs. L'enfant avait l'air apathique, geignait et collait sa joue brûlante contre sa mère. Mathieu se leva calmement de son bureau, prenant la situation en main, et Hélène, soudain, fit elle-même un pas en avant. Elle ne s'imposait pas, ne prenait rien sur elle de trop, elle se mit simplement à aider. Elle tendit le thermomètre, aida à déboutonner le manteau du petit, parla à la mère d'une voix basse et assurée, l'apaisant, aida à noter les informations dans le registre, apporta de l'eau dans un gobelet en plastique, entr'ouvrit la fenêtre pour qu'on respire plus facilement dans le cabinet. Et soudain, Hélène entendit sa propre voix, posée,
calme, professionnel, sans tremblement, sans agitation. Regardez-moi, tout va bien, vous êtes là, maintenant, on va vous aider. La jeune mère la regarda avec une gratitude si sincère qu'à l'intérieur d'Hélène, quelque chose tressaillit. Ni exaltation, ni fierté, quelque chose de bien plus profond. Elle sentit de nouveau qu'elle n'était pas une moins que rien, pas une servante, pas une ombre dans la maison d'un autre. Elle était un être humain, aux côtés duquel les autres se sentaient soulagés. Après le départ de la femme et de l'enfant, Mathieu referma soigneusement le registre. On rétablira tes papiers, on s'occupera de la remise à niveau, à condition d'en avoir envie. Hélène, pour la première fois depuis bien des jours, sourit pour de vrai, sans que ça lui fasse mal. L'envie est là, Mathieu, mais j'ai peur. Il hocha la tête d'un air entendu. C'est normal, ça veut dire que tu comprends tout. La peur, tous ceux qui recommencent une vie la connaissent. Le dimanche, Hélène se réveilla avant tout le monde. Dans la maison régnait un silence doux. Marthe dormait encore. Dehors, grisaillait un matin d'automne tranquille. Hélène descendit à la cuisine et resta longtemps debout près de la table de bois. Elle se rappelait ce que c'était que de cuisiner, non pas par lourde obligation, non pas sous le claquement de langue désapprobateur d'un autre, non pas pour mériter une louange ou au moins le silence dans la maison, mais simplement parce qu'on a envie de faire plaisir à des gens bien. Elle trouva des pommes, de la farine, de la cannelle, pétrit une pâte. Ses gestes furent d'abord prudents, puis de plus en plus assurés. Bientôt, l'odeur des pommes cuites se mit lentement à emplir la maison. Marthe sortit à la cuisine dans son gilet de laine chaud, s'arrêta à la porte et sourit. Voilà, maintenant je comprends. Une maîtresse de maison est apparue dans cette maison. Hélène se crispa aussitôt. Le mot maîtresse de maison avait autrefois pour elle un seul sens: devoir, fatigue, reproche incessant et sol à laver en boucle. Marthe remarqua ce changement sur son visage et corrigea doucement. Pas dans ce sens-là, Hélène, pas une servante, une personne d'où vient la chaleur. Hélène se détourna en silence vers le four. Une boule se forma dans sa gorge et ses yeux se mirent à briller, suspects. Vers le milieu de la journée, sur la vaste véranda, on dressa la table. Marthe prépara un thé frais aux herbes. Mathieu, passé en voisin, apporta un pot de miel de sarrasin. Hélène découpa une tarte aux pommes dorée et chaude. Aucun ordre, aucune brimade. Personne ne demandait pourquoi la croûte n'était pas assez dorée, pourquoi le thé n'avait pas été servi 3 minutes plus tôt, pourquoi la nappe était de travers. Les gens étaient simplement assis ensemble et bavardaient. Mathieu racontait une anecdote cocasse de sa pratique villageoise. Marthe riait, couvrant doucement sa bouche de sa main. Hélène, d'abord, se contenta d'écouter, puis soudain elle sourit elle aussi, sincèrement, légèrement. Et dans ce petit sourire léger, il se produisit davantage que dans n'importe quel aveu solennel. Hélène comprit soudain qu'au cours des dernières années, elle avait désappris à rire sans se retourner. Elle s'attendait toujours à ce que quelqu'un l'interrompe, la rabroue, lui dise « Qu'est-ce que tu caquettes? Occupe-toi plutôt de tes tâches. » Ici, personne n'interrompait. Ici, son sourire ne gênait personne. Marthe leva sa tasse. À la première tarte dans un nouveau lieu. Hélène secoua la tête. La première, tu parles. J'ai pâtissé toute ma vie. Non, répondit Marthe avec calme. Avant, tu cuisinais pour ceux qui prenaient ça comme une évidence. Aujourd'hui, c'est pour toi, et pour ceux qui savent dire merci. Hélène baissa les yeux sur sa tasse. C'étaient des mots simples, mais ils tombaient juste, en plein cœur. Après le thé, Hélène aida à débarrasser. La journée s'annonçait douce, sans vent. Le rideau de la fenêtre ouverte ondulait légèrement. Le passé semblait rester loin, à 200 kilomètres de route, derrière cette nuit où elle avait refermé la lourde porte de la maison. Mais le passé trouva quand même une brèche. Le téléphone, posé sur la commode, vibra. Hélène tressaillit, par habitude. Elle avait laissé l'ancienne messagerie active uniquement pour son fils. Elle s'approcha de l'écran. Ni Bernard, ni Geneviève. C'était Margot qui appelait, la belle-sœur. Hélène fixa quelques secondes le nom qui clignotait. Marthe, qui essuyait la table, remarqua le visage de sa pensionnaire qui pâlissait. « Ne réponds pas, si tu ne veux pas. Personne ne t'y oblige, dit doucement Marthe. Hélène s'essuya lentement les mains à un torchon. Non, je vais répondre. Une seule fois. Elle fit glisser son doigt sur l'écran, acceptant l'appel. La voix de Margot retentit.
cassante. Il n'y avait pas d'insulte ouverte, mais cette assurance glaciale, hautaine, de celui qui se croit en droit de juger les autres. Hélène, tu te rends compte de ce que tu as fait, au moins commença la belle-sœur sans préambule. Bernard est à bout de nerfs. Geneviève s'en rend malade. Elle a dû s'aliter. Toute la famille est sur les dents. Tu disparais, tu pars avec l'argent, et maintenant tu nous menaces avec des avocats. Tu ne crois pas que tu es allé beaucoup trop loin? Hélène se taisait. Margot continuait, de plus en plus agacée par ce silence à l'autre bout du fil. Bernard t'a entretenu pendant tant d'années. La maison, l'aisance, une vie tranquille. Il ne buvait pas, il n'a pas abandonné sa famille. Et toi, maintenant, tu le fais passer pour un monstre aux yeux de tous. Reviens, on en parlera calmement. Ne fais pas honte à la famille devant les gens. Hélène sentit la vieille peur poisseuse tenter de remonter de quelque part au creux de son ventre. Autrefois, après de telles paroles, elle se serait mise à se justifier, à expliquer fébrilement, à supplier qu'on la comprenne, à prouver qu'elle n'était pas une mauvaise personne, pas une ingrate. Mais à présent, elle se tenait sur la véranda d'une maison étrangère, mais bienveillante. À côté, Marthe triait la vaisselle en silence. Sur la table, un thé non terminé et l'odeur de la tarte aux pommes. Dans la poitrine d'Hélène, il n'y avait plus de vide. Il y avait là un appui, tranquille, solide. Elle prit une inspiration régulière. Margot, je t'ai entendu. Ah, parfait. C'est donc qu'il te reste un peu de bon sens. Alors, fais tes valises et... Non, l'interrompit Hélène avec calme. Tu ne m'as pas comprise. J'ai dit que je t'ai entendu. Mais exécuter vos ordres, je ne le ferai plus. À l'autre bout du fil tomba une pause pesante. Hélène s'approcha de la rambarde de la véranda, posa son regard sur le jardin d'automne, sur les feuilles mouillées, sur la route qui s'enfonçait vers la forêt. Sa voix était basse, sans colère, sans hystérie, posée, et de ce fait, particulièrement forte. Margot, pendant près de 23 ans, je me suis tue pour que vous soyez tous à votre aise. J'ai aplani les disputes familiales, j'ai enduré les remarques, j'ai fait semblant de ne pas entendre les humiliations de ta mère. Je me suis efforcé d'être une bonne épouse, une bonne belle-fille, une bonne maîtresse de maison. Sauf qu'à un moment, il s'est avéré que pour vous, une bonne épouse, c'est celle qui n'a tout simplement pas le droit d'exister pour elle-même. Margot tenta de répliquer. Tu dramatises pour rien? Non, dit Hélène avec fermeté. Pour la première fois, j'appelle les choses par leur nom. Elle entendait Margot expirer bruyamment dans le combiné, mais elle ne se pressait plus. Désormais, Hélène ne craignait plus les silences. Je ne reviendrai pas dans une maison où l'on me commentait comme un objet inutile, qu'on peut jeter. Je ne demanderai pas pardon d'être parti. Je ne me justifierai pas pour de l'argent qui était mon héritage. Et je ne vous prouverai plus que j'ai le droit de vivre en paix. Bernard ne te le pardonnera jamais, siffla Margot. Hélène eut un léger sourire, sans méchanceté, plutôt avec une clarté lasse. Je n'ai plus besoin de son pardon, ni du tien. Elle serra de sa main libre le bord de bois de la rambarde. Transmets à ton frère. Toutes les questions de divorce et de partage des biens se régleront officiellement par mon avocat. Où je vis, avec qui je parle et comment je construis ma vie, c'est moi seul qui en décide désormais. Margot se tut. Pour la première fois de sa vie, peut-être, elle n'avait absolument rien à répondre. Hélène prononça sa dernière phrase lentement, en dépêchant les mots. Mon service est terminé, Margot. Je n'assure plus le service de votre famille au prix de ma propre vie. Elle raccrocha. Quelques secondes, Hélène resta simplement là, à écouter les oiseaux se répondre quelque part derrière la maison. Ses mains tremblaient un peu, mais ce n'était plus un tremblement de peur. C'était son corps qui rattrapait son âme, laquelle venait de faire le pas le plus important. Marthe s'approcha et posa en silence, à côté, sur la rambarde, une tasse de thé chaud. « C'est bien, dit-elle simplement, sans emphase. Hélène regarda l'écran de son téléphone, puis, avec tranquillité, entra dans les paramètres et bloqua le compte de Margot. Cette fois sans colère, sans désir de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle ferma simplement une porte de plus. Et pour la première fois, depuis de longues années, Hélène comprit une chose. Le silence après une telle conversation peut ne pas être effrayant. Il peut être la liberté. Il y a dans le parcours d'Hélène un seuil que beaucoup ne franchissent jamais, celui où l'on cesse de se justifier. Tant qu'on s'explique, qu'on argumente, qu'on supplie d'être compris, on reste, au fond, en demande de validation. On laisse encore à l'autre le pouvoir de nous juger.
Le vrai tournant, c'est ce moment précis où l'on peut dire « je t'ai entendu » sans pour autant obéir. Et vous, avez-vous déjà connu cet instant où vous avez compris que vous n'aviez plus rien à prouver à personne? Comment l'avez-vous trouvé, ce silence-là? Les sonneries dans le combiné s'étiraient, longues, trop longues. Bernard arpentait le vaste salon. Ses chaussures cossues s'enfonçaient sourdement dans les poils du tapis persan. Dans la maison stagnait une lourde odeur aigre de pièces non aérées et de thé éventé. De la cuisine montait le traînement de pieds de Geneviève. Enfin, à l'autre bout, ça déclencha. Oui, papa. La voix de Damien était égale, sans chaleur particulière, mais sans hostilité ouverte non plus. La voix ordinaire d'un jeune homme fatigué après le travail. Bernard s'arrêta près de la fenêtre, plaqua sur son visage le masque d'un père fatigué et inquiet, bien que son fils ne pût pas le voir. Damien, bonjour mon grand. Je ne te dérange pas? Ça va. Il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose, Damien. On a un malheur. Bernard soupira lourdement, avec un trémolo affecté. Ta mère a complètement perdu la tête. L'âge, sans doute. Dans le combiné s'installa une courte pause grinçante. Comment ça? Le ton de Damien se modifia imperceptiblement, devint plus sec. Au sens propre. Elle m'a dévalisé et s'est enfuie on ne sait où. Vidé mon compte jusqu'au dernier centime. Elle ne répond pas, elle a bloqué tout le monde. Ta grand-mère est alitée depuis 3 jours, sa tension grimpe. Bernard se pinça l'arête du nez. Ça sonnait convaincant. Lui-même croyait presque à sa noble souffrance. Ce samedi, on se réunit chez nous. Margot vient, ton oncle Robert. Viens pour le déjeuner. On va décider comment la retrouver et dans quelle clinique la placer, avant qu'elle ne fasse des bêtises. Tu es son fils, tu dois être de la partie. De nouveau le silence. On entendait seulement, en fond, l'eau couler du robinet chez Damien. D'accord, papa, je viendrai. L'appel se termina. Bernard eut un rictus satisfait, jeta le téléphone sur la table. Voilà. Un fils doit être du côté du plus fort, du côté de celui qui a l'argent et le pouvoir. Et cette gourde, qu'elle reste dans son village à renifler le fumier, jusqu'à ce qu'elle demande elle-même à revenir. Damien se tenait dans la cuisine de son petit 2 pièces. L'eau, dans l'évier, battait bruyamment contre les assiettes. Il tendit lentement la main, ferma le robinet. Dans l'appartement flottait une odeur de pâtisserie fraîche. Léa avait préparé un gâteau aux pommes le matin. De la chambre venait le tic-tac régulier d'une horloge murale. Sa femme se reposait, blottie sous un plaid moelleux. Damien fixait l'écran éteint de son téléphone, les mâchoires serrées. Sa mère avait dévalisé son père, s'était enfuie, avait perdu la tête. 22 ans qu'il avait vécu dans cette immense maison. Il avait vu une mère qui parlait à voix basse, marchait sur la pointe des pieds et craignait de faire teinter un couvercle de casserole de trop pour ne pas irriter son père. Une femme qui s'abîmait les mains à récurer les sols et avalait en silence les reproches injustes de sa grand-mère. Et cette femme s'était soudain transformée en voleuse calculatrice? La fausseté dans la voix de son père, il l'avait sentie physiquement. Un mensonge poisseux, déplaisant, masqué par de la sollicitude. Damien glissa son téléphone dans sa poche, sortit sur le petit balcon non vitré. Un vent vif et froid d'octobre lui fouetta le visage. Damien s'appuya des 2 mains sur la rambarde de fer. Le métal lui brûla les paumes de froid. Il ouvrit ses contacts, fit défiler, trouva le vieux numéro de sa mère, rattaché à la messagerie, et appuya sur le bouton d'appel. Les sonneries durèrent longtemps. « Oui, mon grand !» La voix égale, calme, sans hystérie, sans larmes, simplement la voix d'un être vivant et fatigué. En arrière-plan, des feuilles bruissaient, et quelque part au loin, un chien aboyait. « Maman, tu es où ?» Damien serra plus fort la rambarde. Papa a appelé, il convoque la famille pour samedi, il raconte des salades sur une clinique et des millions volés. À l'autre bout du fil, Hélène expira doucement. Je m'en doutais. Maman, explique-moi correctement, explique-moi ce qui s'est passé là-bas. Je vous connais tous les deux. Et Hélène raconta, sans s'effondrer en pleurs, sans chercher à apitoyer, posément et clairement. La soif qui l'avait réveillée au milieu de la nuit, la porte de la cuisine entr'ouverte, le plan ignoble avec le notaire et la convention de partage glissée parmi les factures. La jeune maîtresse de la comptabilité. Et puis, l'argent. Il y a 3 ans, tante Valentine est morte, tu te souviens? J'ai vendu sa maison de campagne, 7 000 euros. Ton père m'avait ordonné de les mettre sur le compte commun.
C'était mon argent, Damien, mon héritage. Je l'ai repris et j'ai bloqué la maison via l'administration. C'est tout. Je n'ai pas pris un centime qui ne soit à moi. Dans le combiné, une notification bipa. Hélène avait envoyé une capture d'écran d'un vieux relevé bancaire confirmant la vente de l'héritage. Damien fixait l'écran. Une boule dure et râpeuse lui monta à la gorge. Il imagina très nettement la scène. Sa mère, debout dans le couloir sombre, écoutant les êtres les plus proches dépecer sa maison en riant et préparer son expulsion à la rue. Maman, tu es là? La voix d'Hélène vacilla d'inquiétude. Oui, maman, je suis là. Le vent tirait sur le col de son t-shirt d'intérieur, mais il ne sentait pas le froid. À l'intérieur, tout brûlait d'une rancœur sourde et noire pour un être cher. Maman. Quoi, mon chéri? Damien déglutit, jeta un regard vers la porte vitrée du balcon. Derrière la vitre, dans la pénombre tiède de la chambre, dormait Léa. Léa est enceinte. On va avoir un enfant, maman. À l'autre bout de la ligne tomba un long silence. Puis Damien entendit sa mère pleurer, doucement, lumineusement. Damien, mon garçon, quel bonheur. Tu vas être grand-mère, maman. J'arrive dès que je peux, tu entends? Je vais acheter les langes. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de venir, l'interrompit Damien d'un ton ferme. Sa voix se raffermit, s'emplit d'assurance. Reste là où tu es en sécurité. Je ne laisserai pas mon père piétiner ce que veut dire le mot famille. Lui, je m'en occupe moi-même, samedi. Mon grand, ne te dispute pas, ne te salis pas avec ça. Je ne vais pas me disputer, maman. Je vais simplement remettre chaque chose à sa place. Sinon, je cesserai de me respecter moi-même. Il raccrocha, retourna dans l'appartement, s'approcha du lit. Léa dormait, ses cheveux roux répandus sur l'oreiller, une main posée sur son ventre. Il rajusta doucement le plaid sur ses épaules. Si quelqu'un osait traiter sa Léa comme son père avait traité sa mère, les mâchoires se serrèrent de nouveau. Samedi, il irait dans cette maison, mais pas pour un déjeuner de famille. Le samedi se révéla gris, maussade. Dans la vaste salle à manger de la maison de Bernard brillait un lourd lustre de cristal. Sur la longue table de chêne étaient posées des barquettes de plastique remplies de salades du commerce, transvasées dans des assiettes de qualité. Ça sentait l'ail, la mayonnaise et la poussière incrustée. Il n'y avait pas de chaleur, seulement une tentative de donner le change, de créer l'illusion d'une vie normale. En bout de table était assis Bernard, en chemise amidonnée, rasé de près. Il s'efforçait d'avoir l'air du maître de maison assuré. Seuls le trahissaient les cernes profonds sous ses yeux. À sa droite, Geneviève s'était installée. Elle s'appuyait lourdement des deux mains sur sa canne et remuait les lèvres. À gauche siégeait la belle-sœur Margot, croulant sous les bijoux, et l'oncle Robert, un parent corpulent venu pour le festin abondant. Comprenez-moi bien, à cet âge-là, ça part complètement en vrille chez les femmes, pérorait Bernard, balayant ses invités d'un regard lourd. La ménopause, les hormones. Moi, je donnais tout pour la maison, tout pour elle. Et elle, en pleine nuit, en douce, elle vide le compte et file chez son frère biner les tomates. Moi, j'ai toujours dit qu'elle avait un grain, renchérit Margot, piquant à la fourchette un morceau de jambon. Pas de métier, pas de reconnaissance. 20 ans à vivre à tes crochets. C'est une vipère, frappa du bout de sa canne sur le sol Geneviève. Je l'ai percée à jour depuis le début. Le claquement de la lourde porte d'entrée de chêne résonna dans tout le rez-de-chaussée. Dans le vestibule bruissa une veste. Des pas lourds et mesurés se rapprochèrent de la salle à manger. Dans l'embrasure apparut Damien. Il ne retira pas sa veste bleu marine, n'alla pas se laver les mains. Il s'arrêta simplement sur le seuil, grand, large d'épaules. Son ombre s'allongea sur la table dressée. Les conversations se turent. L'oncle Robert se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Oh, Damien, entre, mon grand, assieds-toi. » Bernard tenta d'esquisser un sourire affable, mais il sortit de travers. « On était justement en train de discuter de la façon de chercher et de sauver ta mère. » Damien ne bougea pas. Son regard parcourut lentement chacun des convives. Margot se sentit soudain mal à l'aise. Elle rajusta nerveusement sa serviette. « Qui comptez-vous sauver ?» La voix de Damien fendit le silence de la salle à manger, égale, sans cri, mais si dense qu'elle bourdonnait aux oreilles. « Eh bien, ta mère, il faut la faire soigner. » « La femme que tu comptais jeter à la rue sans rien, c'est elle qu'il faut sauver ?» Bernard s'étrangla avec l'air. Le sourire glissa de son visage.
Qu'est-ce que tu racontes? Qui voulait la jeter dehors? Damien fit un pas en avant, appuya ses grands poings sur le bord de la table de chêne. Je sais tout. J'ai parlé avec maman. Geneviève se mit à respirer lourdement, agrippant le bord de la nappe. Le coup de la conversation nocturne dans la cuisine, l'avocat véreux, ton Pascal, la fausse convention de partage que tu voulais lui glisser dans les factures. Et l'argent aussi, je suis au courant. Damien parlait durement, pesant chaque mot. 7 000 € de tante Valentine, son argent personnel, que tu l'as forcé à mettre sur le compte commun. Elle ment tout ça, s'indigna Geneviève. Une folle. Damien ne lança même pas un regard vers la vieille femme. Son regard était rivé au visage blême de son père. Et la maison bloquée via l'administration. Je suis au courant. Le montage n'a pas marché. Hein, papa? Tu enrages que la boniche gratuite se soit révélée plus maligne que toi? Margot s'étouffa avec son eau minérale, toussa bruyamment, s'essuyant la bouche avec sa serviette. Ses yeux s'arrondirent. L'oncle Robert posa délicatement sa fourchette et s'écarta du bord de la table. Bernard remuait les lèvres, mais se taisait. Ses joues se couvrirent de vilaines plaques rouges. Il ouvrait et fermait la bouche, cherchant ses mots, mais le mensonge ne fonctionnait plus. Devant témoins, devant les parents, l'invention de l'épouse folle s'effritait sous leurs yeux. Et Sandrine, de la comptabilité, comment va-t-elle? Damien pencha légèrement la tête de côté. Elle emménage quand, sur les draps neufs? Ou elle a changé d'avis, elle aussi, à l'idée de venir dans cette maison? Le visage de Bernard se déforma de colère et de honte. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Rugit-il en frappant la table de la paume. La vaisselle tinta. Je t'ai élevé, je t'ai fait faire des études. Damien se redressa, regarda son père de haut en bas. Tu donnais de l'argent, c'est elle qui m'a élevé. La voix du fils devint dure, glaciale. 23 ans qu'elle a enduré les insultes, qu'elle a servi vos caprices. Longtemps j'ai cru que c'était normal, que c'était comme ça chez tout le monde, jusqu'à ce que je me marie moi-même. Damien prit une profonde inspiration. Si j'apprenais qu'on a traité ma Léa enceinte de manière aussi vile, aussi sale, aussi basse que tu as traité ma mère, je rayerais cette personne de ma vie pour toujours. Il balaya du regard les parents pétrifiés. J'ai honte de porter ton nom, ne m'appelle plus. Damien tourna les talons, sortit dans le couloir. La lourde porte d'entrée claqua violemment. Dans la salle à manger régnait un silence écœurant. Les parents fixaient leurs assiettes en silence. Geneviève happait l'air, une main pressée contre sa poitrine. Bernard restait assis en bout de table, déshonoré, dépouillé de son autorité publiquement, dans sa propre maison. Il tendit lentement une main tremblante vers le verre d'eau glacée, et le but d'un trait, sans même en sentir le goût. La pluie martelait le toit du gros 4x4 noir. Les essuie-glaces s'affolaient sur le pare-brise et peinaient à venir à bout des troncs d'eau. Bernard tremblait. Les affaires déclinaient. À cause des contrats sabotés sur les nerfs, 2 gros fournisseurs l'avaient lâché. Le respect, dans la famille, était perdu. Les parents, après le déjeuner, étaient repartis en bredouillant des adieux confus. Sa mère s'était enfermée dans sa chambre en réclamant des médicaments. Son fils l'avait renié devant témoins. Il avait besoin d'un endroit où on le respecterait, où on lui dirait combien il était fort et dans son droit. Il freina sec devant un immeuble neuf de standing, abandonna la voiture de travers, bloquant la sortie, jaillit sous la pluie, monta au 15e étage, appuya sur la sonnette. La porte ne s'ouvrit pas tout de suite. Sur le seuil se tenait Sandrine, en jean moulant et débardeur de soie blanche, les cheveux ramassés en une queue de cheval impeccable, sur les lèvres du rouge frais. Dans l'appartement flottait une odeur sucrée de parfum vanillé et de café fraîchement passé. Elle détailla Bernard d'un regard froid, évaluateur. Elle nota le col froissé de la chemise, la pâleur du visage et l'éclat traqué des yeux. « Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ?» lança-t-il dès le seuil, entrant dans l'entrée directement avec ses chaussures trempées. « J'étais occupée, » répondit Sandrine avec calme, refermant la porte. Elle ne lui proposa pas d'ôter sa veste. « Fais tes valises. » Bernard s'appuya lourdement contre le mur. Son souffle s'échappait en sifflant de sa poitrine. Assez de se cacher. Ma femme a fichu le camp pour de bon. Avec mon fils, je me suis fâché. Demain, tu emménages chez moi, tu seras la maîtresse de maison. Je t'achèterai une voiture neuve. Il tenta de l'attirer à lui, la saisissant par la taille. Il sentait la fatigue et le désespoir.
Sandrine appuya ses paumes contre sa poitrine, le repoussa sans hystérie, d'une force dégoûtée. Elle s'écarta vers le grand miroir de l'entrée, prit sur la console un petit sac en cuir, en fit claquer le fermoir. Bernard, pardon franchement. Sa voix était égale, vidée d'émotion. J'aimais un homme d'affaires prospère, sûr de lui, qui réglait mes problèmes, m'emmenait au restaurant et m'offrait des choses chères. Elle se tourna vers lui. Le regard de ses yeux sombres était absolument vide, seulement empli de calculs nus. Et là, devant moi, il y a un type à problème, avec des comptes bloqués, une maison crasseuse et une mère acariâtre dont il faudrait vider les pots et endurer les caprices de vieille femme. Bernard resta interdit, ses bras retombèrent le long de son corps. Sandrine, qu'est-ce qui te prend? J'ai fait tout ça pour nous, j'ai chassé ma femme. Elle eut un rire sec, bref. Tu ne l'as pas chassée. Elle t'a battu sur ton propre terrain, et elle a bien fait. Désolé Bernard, mais je ne me suis pas engagé comme garde-malade pour ta mère, et sauver tes nerfs, ce n'est pas mon affaire. Je suis jeune, j'ai mes propres projets. Elle jeta sur ses épaules un imperméable clair. Tu laisseras les clés de l'appartement sur la console. Demain, je donne ma démission. Sandrine ouvrit la porte d'entrée, sortit sur le palier, faisant claquer ses talons aiguilles sur le carrelage. La porte se referma. Le déclic du verrou résonna exactement comme 2 semaines plus tôt, quand derrière Hélène s'était refermée la porte de la maison. Bernard resta planté dans l'entrée d'autrui. Dans ses narines stagnait l'odeur écœurante du parfum vanillé. Il regardait son reflet dans le grand miroir. De là, le fixait un homme froissé, épuisé, aux tempes grises et au regard éteint. Pour la première fois de sa vie, Bernard comprit qu'il était resté absolument seul. C'est une mécanique cruelle, et pourtant si fréquente. Sandrine n'a jamais aimé Bernard. Elle aimait ce qu'il représentait, le confort, le statut, la sécurité qu'il projetait. Dès que cela s'est fissuré, l'attachement s'est évaporé d'un coup, sans le moindre regret. Et le plus dur à entendre peut-être, c'est qu'il avait infligé exactement la même chose à Hélène, sans jamais le voir. On récolte souvent ce que l'on a semé, mais on ne le reconnaît qu'une fois debout, seul, devant le miroir. Et vous, pensez-vous qu'un homme comme Bernard puisse vraiment changer après une telle leçon, ou certaines personnes ne comprennent-elles jamais qu'au moment où elles ont déjà tout perdu? Un vent de novembre frappa violemment la baie vitrée du salon. Le châssis gémit plaintivement. 1 mois exactement s'était écoulé. Bernard se tenait au milieu de la pièce. Durant ce mois, l'immense maison s'était définitivement transformée en un caveau lugubre. Sous les semelles de ses chaussons d'intérieur cossus, craquait on ne savait quel détritus. Des miettes de biscuits séchés, semblait-il. Il ne se baissa pas, les poussa simplement du pied sous le lourd canapé de cuir. Dans la maison flottait une odeur de pommes pourrissantes, de poussière stagnante et de quelque chose d'aigre, d'insaisissable. Cette odeur s'était incrustée dans les rideaux, dans le rembourrage des meubles, dans le papier peint hors de prix. Sur la table de la cuisine s'entassait une montagne de barquettes de livraison à domicile. Dans l'évier trempait une poêle au reste de brûlé. L'eau y avait refroidi depuis longtemps et s'était recouverte d'une pellicule grise et grasse. Une société de nettoyage était venue 2 jours plus tôt, mais Geneviève leur avait fait une telle scène à propos d'une vieille cuillère en argent volée que le responsable de l'entreprise avait poliment, mais fermement, refusé toute collaboration ultérieure. La cuillère, soit dit en passant, avait ensuite été retrouvée derrière le réfrigérateur. De l'étage parvint un cognement sourd, puis un autre, et une voix grinçante, fêlée. « Bernard! Bernard, viens voir ta mère !» Bernard grimaça douloureusement, se frotta la tempe où pulsait une douleur sourde et plombée. Sa mère ne se levait presque plus. Après ce déjeuner épouvantable avec les parents et le départ de Damien, elle s'était définitivement alitée. La tension grimpait, les articulations la torturaient au point qu'elle criait la nuit. Mais pire que sa déchéance physique, il y avait son caractère. Restée seule entre 4 murs avec son fils, elle avait dirigé tout son venin sur lui. Il monta lentement l'escalier, traînant les pieds. Dans la chambre de Geneviève régnait une atmosphère lourde et confinée de corps mal lavés, de gouttes calmantes et de vieux linges. La fenêtre était hermétiquement close. Sa mère craignait les courants d'air. Elle était à demi allongée sur le lit, calée par des coussins. Les cheveux gris emmêlés en un maigre paquet sur la nuque, le visage émacié. La peau avait pris une teinte parcheminée, jaunâtre. « Quoi? Qu'est-ce que tu cries ?» Bernard s'arrêta sur le pas de la porte. Il n'avait pas envie de s'approcher davantage.
De l'eau !» Elle tendit d'un geste impérieux une main sèche et noueuse. Et sors le bassin, ça pue déjà. Quand est-ce que tu trouves une garde malade, bourreau? Je dois rester couché dans ma propre saleté. Tout, en Bernard, se contracta de dégoût. J'en cherche. Personne ne veut venir chez toi, maman. 3 ont déjà filé. Tu as oublié. Il versa de l'eau de la carafe, lui tendit le verre. Son regard glissa vers le bassin en plastique sous le lit. Une boule écœurante lui monta à la gorge. Le patron d'une grosse entreprise, un homme en costume hors de prix, il devait à présent enfiler des gants en caoutchouc et vider les immondices de sa mère. Tu cherches mal. Tu rechignes à dépenser de l'argent pour ta propre mère. Geneviève but avidement. L'eau coula sur son menton ridé. Tout ça, c'est la faute d'Hélène, cette traînée. Elle nous a abandonnés à notre sort. Il faut la faire revenir. Qu'elle paie pour tout ce qu'elle a englouti ici pendant 20 ans. Bernard reprit le verre, le posa sur la table de nuit. La faire revenir. Cette idée lui tournait dans la tête depuis une semaine, en permanence. Elle le démangeait, l'empêchait de dormir, l'empêchait de se concentrer sur les rapports de travail. Les affaires s'enfonçaient, les concurrents avaient senti sa faiblesse et sa fébrilité et raflaient les commandes. Avec Sandrine, tout était fini. Elle avait démissionné du jour au lendemain, bloqué son numéro et disparu des radars. Son fils ne l'appelait pas. À ses messages, il répondait par des réponses laconiques. « Tout va bien, je ne viendrai pas. » Bernard descendit dans la salle de bain du rez-de-chaussée, ouvrit l'eau glacée, s'aspergea le visage, le frottant à 2 mains, releva les yeux vers le miroir. De là, le fixait un vieillard. Les poches sous les yeux assombris, les joues affaissées, une barbe d'une semaine argentée comme du fil de fer dur. Il avait perdu son lustre, perdu cette assurance même qui lui ouvrait les portes de tous les bureaux. Et tout ça, pourquoi? Parce que les fondations s'étaient dérobées. Il comprit soudain avec une grande netteté à quel point Hélène lui manquait. Pas son amour, il comprenait à peine ce que c'était. C'était sa fonction qui lui manquait. Son travail tranquille et continu, les chemises repassées qui apparaissaient miraculeusement chaque matin sur leur cintre, la soupe chaude qui l'attendait sur les plaques, les draps propres, l'habileté avec laquelle elle gérait sa mère, éteignant ses crises par un silence doux et soumis. Elle a fait sa crise, ça suffit maintenant, pensa Bernard en s'essuyant le visage avec une serviette duveteuse, mais déjà grisâtre d'usage. Qu'elle ait pris l'air de la campagne, reniflé le fumier. L'argent, c'est l'argent, mais avec 7000 €, on ne tient pas toute une vie. Elle doit pleurer là-bas des journées entières. C'est juste l'orgueil qui l'empêche d'appeler la première. Il finit par s'en convaincre. Il avait vitalement besoin d'y croire. Bernard sortit dans le couloir, décrocha de la patère un manteau de cachemire chaud, palpa dans la poche les clés de la voiture. « Je sors !» cria-t-il en direction de l'escalier. « Le bassin, Bernard !» parvint d'en haut un cri perçant. Il claqua la porte d'entrée, coupant ce son. Dehors, il faisait humide et glacial. Une pluie mêlée de neige cinglait le visage. Bernard monta dans son gros 4x4 noir. L'habitacle n'avait pas été aspiré depuis longtemps. Sur les tapis s'était accumulé de la boue. Il démarra le moteur, entra dans le GPS le nom du village. La Fontaine-Claire, 2 heures de route. En arrivant, j'achèterai des fleurs en chemin. Je dirai que j'ai tout compris. Elle est douce, conciliante, elle pleurera un peu, fera mine de bouder pour la forme, et sautera dans la voiture. Demain, elle sera déjà à la maison à faire le ménage, et avec ma mère, je parlerai pour qu'elle lui crie un peu moins dessus. Le 4x4 sortit lourdement de la cour, fendant de ses phares la grisaille de novembre. La route épuisée. L'asphalte céda la place à une route en béton défoncée, puis carrément à une piste de terre boueuse, ramollie par les pluies d'automne. La voiture tressautait. La fontaine claire l'accueillit par une odeur de feuilles brûlées et d'écorce mouillée. Les maisons basses de pierre se serraient les unes contre les autres. Près de l'épicerie traînaient des hommes du coin en gros blousons maclassés. Bernard roulait lentement, scrutant les enseignes. Les fleurs, il ne les avait finalement pas achetées. Sur la nationale, pas un seul magasin convenable. Et apporter à sa femme des œillets bon marché d'un kiosque de bord de route, il jugeait cela au-dessous de sa dignité. Elle s'en passera. Le simple fait de sa venue était déjà un cadeau royal. Le GPS bipa, annonçant l'arrivée. Devant apparut un petit bâtiment de plain-pied, blanchi à la chaux. Sur le perron, un banc peint en bleu. Au-dessus de la porte, un écriteau délavé par le temps. Dispensaire de santé.
Bernard gara son 4x4 crotté juste contre la barrière de bois, en travers d'une flaque, coupa le moteur. Son cœur battait de façon irrégulière. Il rajusta le col de son manteau, lissa ses cheveux dans le rétroviseur. La porte du dispensaire s'ouvrit dans un grincement. Sur le perron sortit une femme. Bernard se figea, la main sur la poignée de la portière. C'était Hélène. Elle portait une blouse médicale blanche, pas de la synthétique moderne, mais du vieux coton épais, amidonné à craquer. La blouse tombait, ajustée, sur sa silhouette. Les cheveux relevés en un chignon net et lisse sur la nuque. Plus aucune posture voûtée, le dos droit, les épaules ouvertes. Elle raccompagnait jusqu'au perron une femme âgée en châle de laine. Vous prenez les comprimés strictement à l'heure, Madame Bertin, comme je vous l'ai noté. La voix d'Hélène sonnait claire, assurée, sans ce tremblement servile auquel Bernard était habitué à la maison. Et l'attention, matin et soir. Oh, merci à toi, Hélène. Que Dieu te donne la santé. T'as vraiment des mains en or. Tu m'as piqué et j'ai rien senti. La vieille femme se signa et glissa dans la poche de la blouse d'Hélène une grosse pomme rouge. Hélène sourit. Bernard retint malgré lui son souffle. Le visage de sa femme, dépouillé de tout maquillage, rayonnait d'une lumière égale et paisible. Les plis profonds autour de la bouche avaient disparu, le regard battu et coupable s'était envolé. Elle paraissait plus jeune que 5 ans auparavant, elle paraissait vivante. La vieille femme s'éloigna lentement le long de la clôture, appuyée sur sa canne. Bernard poussa la portière, descendit sur la terre détrempée. Ses chaussures cossues s'enfoncèrent aussitôt dans la boue gluante. Hélène tourna la tête au bruit de la portière claquée. Dans ses yeux ne passa ni frayeur, ni joie, ni même surprise. Seulement une lassitude légère, distante, comme si un patient très pénible et déplaisant venait la consulter. « Bonjour !» Bernard fit un pas vers le perron. Le vent agitait les pans de son manteau. Hélène ne descendit pas à sa rencontre. Elle resta en haut des marches, serrant dans sa main la pomme qu'on venait de lui offrir. « Bonjour, Bernard !» Ça sentait l'humidité de la rivière qui coulait quelque part derrière les maisons et l'odeur âcre et amère de l'alcool médical sur ses vêtements. « Il faut qu'on parle. » Il enfonça les mains dans ses poches, tentant de paraître détendu. « On ne va pas rester sur le pas de la porte. » Hélène hocha brièvement la tête. « Ma pause vient de commencer. Allons vers la rivière. Il n'y a personne là-bas. » Hélène enfila par-dessus sa blouse un simple coupe-vent, descendit du perron. Ils marchèrent en silence sur un étroit sentier. Sous leurs pieds, craquaient des brindilles sèches et clapotait la boue. Bernard trébuchait de temps à autre, pestant intérieurement, s'efforçant de ne pas salir son pantalon. Hélène avançait d'un pas léger, posant ses bottes en caoutchouc dans les flaques avec aisance. La descente les mena à un petit méandre. L'eau grise et froide filait le long des saules dénudés. Le vent soufflait plus fort ici, le faisant frissonner. Hélène s'arrêta au bord du talus, tourna son visage vers son mari. « Je t'écoute ?» Bernard se racla la gorge. Il s'était préparé à autre chose. Il pensait qu'elle se jetterait sur lui en reproche, qu'elle crierait, pleurerait. Mais ce calme froid et égal le déstabilisait, brisait son scénario. « Hélène !» Il fit un pas de plus, tenta de la prendre par le coude. Elle recula souplement, mais inflexiblement, d'un demi-pas. La distance fut maintenue. Bernard rangea sa main dans sa poche, serra le poing. « Hélène, allez, arrête tes bêtises. Un mois est passé. Tu as fait ta pause, tu t'es reposée, tu m'as bien tapé sur les nerfs. Et ça suffit, il est temps de rentrer. » Hélène se taisait. Seul le vent agitait une mèche châtain échappée de son chignon. « Je le vois bien comme c'est dur pour toi ici, » enclencha-t-il la compassion, baissant la voix jusqu'à un baryton velouté. « Quelle médecine, à ton âge. La campagne, la boue, la misère. Tu étais habitué à un autre niveau. »« Quel niveau, Bernard ?» demanda Hélène à voix basse. « Le niveau de serpillière gratuite dans un décor de luxe ? Pourquoi tu dis ça ?» Il se tordit le visage d'un air souffrant, décidé à sortir l'artillerie lourde. La manipulation par la pitié avait toujours marché à coup sûr avec elle. « Hélène, pardonne-moi, j'ai été bête, je me suis embourgeoisé, je l'admets. À la maison, sans toi, c'est l'enfer. La maison part en ruine, de la poussière partout. » Il se voûtait, cherchant à paraître plus vieux et plus malheureux. « Ma mère ne se lève quasiment plus. Chaque jour, c'est pire. Elle reste couchée, elle fait des scènes des journées entières, elle chasse les gardes-malades. Elle a besoin de soins constants et je n'y arrive pas. Les affaires partent à volo à cause des nerfs. Damien ne décroche pas, il ne veut plus me connaître après ce fameux samedi. »
Bernard la regarda dans les yeux, espérant y voir l'habituelle pitié féminine, la disposition à accourir et à sauver. Je meurs en toi, Hélène, vraiment. Reviens. J'ai tout compris. Je ne te dirai plus jamais un mot de travers. Tu veux, on installe ma mère dans une chambre à part pour que tu ne la vois pas? Allez, rentrons à la maison. Le bruit de la rivière étouffa la pause. Hélène le regarda longuement, sans ciller. Dans ses yeux gris clapotait l'eau froide de la rivière. Il n'y avait ni compassion, ni jubilation. Tu ne comprends même pas toi-même ce que tu viens de dire. Sa voix résonna basse, mais chaque mot tombait lourdement, comme une pierre dans l'eau. Comment ça? Je te demande pardon? Hélène secoua la tête. Le coupe-vent bruissa du mouvement. Ce n'est pas moi qui te manque, Bernard. C'est ton confort. Elle reporta son regard sur la rivière bouillonnante, comme pour rassembler ses pensées. Les chemises fraîchement repassées qui apparaissaient miraculeusement dans l'armoire, la soupe chaude, le fait que ça sentait le propre dans l'entrée, et surtout le fait que moi, en silence, sans broncher, j'avalais les humiliations de ta mère, te déchargeant du devoir de t'occuper d'elle. Bernard ouvrit la bouche, mais elle leva la main, l'arrêtant. Le geste était autoritaire, professionnel. C'est ainsi qu'on arrête un proche, affolé, dans le couloir d'un hôpital. Tu n'as pas besoin d'une épouse, tu n'as pas besoin d'Hélène. Tu veux récupérer une chose commode et docile. L'aspirateur est tombé en panne, la machine à laver est tombée en panne, tu es venu reprendre ton électroménager au service après-vente. Le sang afflua au visage de Bernard. Les mots frappaient à revers, parce qu'il touchait en plein dans le mille, dans cette vérité même qu'il avait chassée de lui tout ce mois. « Mais on est une famille !» cria-t-il. Le vent saisit le cri et l'emporta vers la forêt. 23 ans, Hélène. J'ai changé, je te le jure. Hélène regarda ses chaussures cossues, couvertes de boue, son manteau onéreux dont l'ourlet s'était déjà alourdi de gadou. Les gens, à ton âge, ne changent pas par amour, Bernard, dit-elle avec une franchise impitoyable. Ils changent par peur, par une peur animale, celle de rester, sur leurs vieux jours, dans la solitude, auprès d'une mère malade, dans une maison crasseuse, avec un fils qui les méprise. Il recula, comme si elle l'avait giflé. « Tu es devenu cruel, râla-t-il. Je suis devenu lucide. » Hélène glissa les mains dans les poches de son coupe-vent. Ses doigts effleurèrent la pomme ronde et fraîche, le présent d'une personne reconnaissante. « Je t'ai pardonné, Bernard, sincèrement. Il y a une semaine déjà, je t'ai pardonné, pour ne pas porter ce poison poisseux en moi. La rancune ronge de l'intérieur, et moi, j'ai besoin de ma santé. J'ai des gens à soigner. » Elle fit un pas en arrière, vers le village, vers sa nouvelle vie. « Mais retourner dans ta cage, je n'en ai pas l'intention. Les papiers du divorce et du partage des biens, mon avocat te les enverra ces jours-ci. Ne reviens plus ici. » Hélène, Bernard tendit la main, désemparé. Ses doigts se refermèrent sur le vide. Adieu. Elle tourna les talons. Les bottes en caoutchouc remontèrent d'un pas assuré le sentier humide. Le dos, dans le coupe-vent d'automne, s'éloignait sans se voûter d'1 millimètre. Bernard attendit. Il serra les dents au point d'en avoir mal aux mâchoires. Il attendait qu'elle se retourne, qu'elle s'arrête, que la faiblesse féminine prenne le dessus. Qu'elle agite la main et dise « Bon, allez, rentrons ». Mais Hélène ne se retourna pas une seule fois. Elle disparut au tournant du sentier, fondue dans le paysage gris de l'automne. Bernard resta seul. Le vent froid se glissait sous son manteau, glaçait son dos en sueur. La rivière grondait, régulière et indifférente, charriant ses eaux. La boue collait à ses chaussures en lourdes mottes. Il le comprit avec une clarté absolue, cristalline. C'était la fin. Le point de non-retour était franchi. Ce fauteuil confortable dans lequel il était resté assis 23 ans avait brûlé jusqu'aux cendres, et le vent avait déjà dispersé celles-ci. Bernard reprit le chemin de la voiture. Ses jambes lui obéissaient mal. Le 4x4 l'accueillit du froid de son habitacle vide. Il démarra le moteur, mit le chauffage au maximum, mais il tremblait quand même. Pas de froid. De la prise de conscience d'une perte immense, irréparable, qu'il s'était infligée de ses propres mains. Quelque part au loin, du côté du dispensaire, grinça et se referma doucement une porte de bois. Hélène était retournée à son travail, auprès de gens à qui elle était nécessaire. Bernard enclencha une vitesse et reprit lentement, par la route boueuse, le chemin du retour, loin de la fontaine claire. La clé de métal tourna avec un léger déclic dans la nouvelle serrure. Hélène poussa la lourde porte de bois. Elle céda facilement, sans grincer. Les gonds, Damien les avait graissés le week-end précédent.
Elle franchit le seuil, inspira à plein poumon. Dans l'entrée, ça sentait la sueur de pain fraîche, la peinture blanche et la menthe séchée. Des bouquets en pendaient juste sous le plafond. L'automne, cette année, était venu tôt, sec. Par le vasistas entr'ouvert entrait une odeur de fumée de cheminée voisine et de feuilles mortes. Hélène posa son trousseau de clés sur la console, ôta son coupe-vent léger, passa la paume sur le bois lisse et chaud du chambranle. Le bois répondit d'une agréable rugosité. « C'est à moi », prononça-t-elle à voix haute. La voix résonna doucement, mais dans le couloir clair et désert, les mots prirent de la densité. Ils se déposèrent sur les murs fraîchement peints, s'imprégnèrent dans les tapis neufs. À moi. 1 an exactement s'était écoulé. 365 jours depuis cette nuit où elle s'était tenue dans le couloir sombre de la maison, les mains plaquées sur la bouche. L'année s'était révélée dure, à briser les os, à épuiser jusqu'aux nerfs. Mais c'était cette fatigue juste qui, le soir venu, vous fait dormir d'un sommeil de plomb, plutôt que de vous retourner jusqu'au matin dans une angoisse sourde. Le divorce s'était déroulé honnêtement, et, à sa grande surprise, vite. Bernard, comprenant que les montages malhonnêtes de donation ne fonctionnaient plus, avait engagé des avocats coûteux. Il avait tenté de prouver qu'Hélène n'avait pas investi 1 centime dans la maison, mais son avocat à elle s'était révélé tenace. Quand avait plané la menace d'une vente forcée de la maison aux enchères pour partager les parts, Bernard avait cédé. Il détestait perdre, mais il aimait encore davantage son statut et ses murs onéreux. Il avait versé à Hélène la moitié de la valeur de la maison en argent, viré sans un seul message. Il s'était racheté. Avec cet argent, Hélène avait acheté à la Fontaine-Claire cette solide maison de pierre au jardinet généreux. Elle avait refait la toiture, remplacé les planchers. Mais sa principale conquête n'était pas les murs. Hélène regarda ses mains. La peau, dessus, n'était toujours pas parfaite. Le travail au jardin et le lavage constant des mains avec un antiseptique laissaient leurs traces. Mais les petites brûlures du four s'étaient depuis longtemps effacées. Elle se rappela comment, les soirs d'hiver, emmitouflée dans un châle, elle restait assise à la table de Marthe, buvait du thé fort par litre et lisait des manuels de médecine. Les paupières lui tombaient, les lignes dansaient. Il fallait réapprendre les protocoles, annoncer les nouveaux noms de médicaments, se familiariser avec les normes actuelles. Au printemps, elle avait passé les examens d'accréditation. Ses mains tremblaient tant qu'elle n'avait pas réussi du premier coup à poser son stylo sur le formulaire. Mais elle avait réussi. Désormais, elle figurait officiellement comme infirmière responsable du dispensaire local. Mathieu lui avait confié presque tous les dossiers. Les vieilles dames du coin ne la regardaient plus de travers, comme une bourgeoise de la ville. En la croisant, elle la saluait. « Bonjour Hélène !» Elle était redevenue quelqu'un. Son nom avait retrouvé un poids. Le téléphone, sur la table de la cuisine, vibra brièvement, rompant le silence. Hélène passa à la cuisine, retirant ses chaussures en chemin. Sur l'écran s'afficha le visage de Damien. Elle appuya sur le bouton vert, activa le haut-parleur et posa l'appareil sur la table pour mettre la bouilloire. « Oui, mon grand. »« Maman, salut !» La voix de Damien était sourde, incolore. Il n'y avait pas son entrain habituel, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Hélène se figea, la bouilloire à la main. L'eau du robinet frappait bruyamment le fond métallique. Elle ferma précipitamment le robinet. « Qu'est-ce qui se passe, Damien ? Léa, la petite, il y a un problème ?» Le cœur lui dégringola d'un coup sous les côtes. « Non, non, mes filles vont bien. Léa est en train d'allaiter, justement. » Il soupira lourdement dans le combiné. Un déclic de briquet se fit entendre. Damien s'était remis à fumer quand il était nerveux. « Grand-mère est morte, maman. Cette nuit. » Hélène se laissa lentement glisser sur un tabouret. Un silence long et visqueux s'installa. Seul le vent soufflait derrière la fenêtre. Geneviève. La femme qui, 23 ans durant, jour après jour, méthodiquement, avec un froid plaisir, avait aspiré la vie hors d'elle. Qui se renfrognait avec dégoût devant sa cuisine, qui riait dans cette cuisine nocturne, savourant d'avance l'image de la bru partant la main tendue. Hélène s'attendait à ce que monte en elle une vague de triomphe sombre et poisseux, une joie sincère de savoir le bourreau disparu. Mais le triomphe ne vint pas. Il n'y eut qu'un vide, gris et pesant. « Elle a fini de souffrir, dit doucement Hélène.
Ces 2 derniers mois, elle est restée alitée. C'était terrible, maman. La voix de Damien vacilla. Tu sais, dès l'hiver, après le 3e procès pour vos biens, elle a eu une scène avec papa. Il lui hurlait dessus que, à cause de ses conseils, il avait perdu la moitié de l'argent. Sur les nerfs, grand-mère a fait un AVC. Massif. Hélène ferma les yeux, imagina cette immense maison vide, la rage de Bernard, la vieille femme grabataire. Paralysée complètement, poursuivit Damien. Le côté droit ne répondait plus. La parole avait disparu. Les gardes-malades fuyaient de chez eux comme de la peste. Papa payait le triple, mais personne ne restait. Elle arrivait à gémir d'une manière qui faisait pleurer les gens. Et papa alors ? Papa lui-même. Il sortait le bassin lui-même, changeait les protections lui-même. Il a perdu une 20aine de kilos. Il est devenu tout gris. Il n'allait quasiment plus au bureau. Je suis passé une fois lui déposer des papiers. Dans la maison, une puanteur à ne plus pouvoir respirer. Le fils se tut, tira sur sa cigarette. Tu sais ce qu'il y a de plus terrible, maman ? Hier soir, son agonie a commencé. J'étais justement arrivé. Elle s'agitait dans le lit et soudain, elle s'est mise à parler. De façon indistincte, effrayante. Mais un mot, papa et moi, on l'a clairement compris. Ce n'est pas lui qu'elle appelait, et pas grand-père non plus. Damien déglutit. C'est toi qu'elle appelait, maman. Elle criait « Hélène, viens ! Hélène, aide-moi !» Elle l'a répété une dizaine de fois. Et papa était debout au-dessus d'elle avec une serviette, et il pleurait. D'impuissance, il pleurait. Un frisson parcourut la peau d'Hélène. Les petits poils de ses bras se dressèrent. La justice s'était révélée une chose effrayante. Les meules de la vie avaient broyé les coupables si lentement et si impitoyablement que seul un être cruel aurait pu s'en réjouir. Une vieille femme malade, juste sur le seuil de la mort, dans son délire, appelait l'unique personne qui, de longues années durant, lui avait sans broncher lavé le linge et préparé des bouillons. La personne qu'elle-même avait chassée. Je n'irai pas à l'enterrement, Damien. Je sais, maman, personne ne te le demande, je devais juste te le dire. Hélène passa une main sur son visage, chassant le givre du passé. Qu'elle repose en paix. Dieu sera son juge, mon grand, et toi et moi, on a notre propre vie. C'est exact. La voix de Damien se réchauffa un peu. On vient samedi, Léa fait déjà les sacs. On t'amène la petite Manon à montrer. Je vous attends vraiment, je ferai des tartes. Elle raccrocha, s'approcha de la fenêtre. Le soleil inondait le jardinet, où achevaient de fleurir des astères tardifs. Hélène les regardait, sentant les derniers fils ténus qui la reliaient à cette maison terrible se rompre l'un après l'autre. Plus rien ne la tirait en arrière. Le samedi se révéla étonnamment doux, un véritable été indien, égaré par hasard à la fin du mois d'octobre. Hélène s'affairait à la cuisine depuis le matin. Elle pétrit la pâte, mit à mijoter au four une viande en cocotte. La maison s'emplit d'odeurs denses et nourrissantes d'ail, d'oignons revenus, de pâtisserie et de cannelle. Vers 2 heures, du côté de la route, on entendit le crissement du gravier. Hélène s'essuya les mains à son tablier, le jeta sur une chaise et se précipita sur le perron. Devant le portillon s'arrêta le break blanc de Damien. Les portières claquèrent, le fils fit le tour de la voiture, ouvrit la portière arrière. Avec précaution, comme un vase de cristal, il aida Léa à descendre. Léa se tenait près du portillon, dans un gilet beige et moelleux. Dans ses bras, vêtue d'une combinaison d'automne chaude, était assise la petite Manon. Hélène dévala les marches, ses jambes flageolées, son cœur battait quelque part tout en haut, dans sa gorge. Damien sourit, largement, sincèrement. De petites rides coururent au coin de ses yeux. Il étreignit sa mère de son bras libre, la serra fort contre lui. Il sentait l'eau de toilette masculine familière et l'essence. « Accueille tes invités, maîtresse de maison. » Léa s'approcha, tournant la petite vers sa grand-mère. Hélène retint son souffle, la regardait de petites joues rondes et roses. Manon, la petite fille. La fillette faisait drôlement des bulles dans son sommeil, le nez enfoui dans l'épaule de sa mère, puis soudain, elle ouvrit les yeux. Gris, absolument du même gris profond et limpide que ceux d'Hélène, que ceux de Damien. Les yeux de leur lignée. Mon Dieu, ne put que murmurer Hélène. Des larmes, brûlantes, rapides, jaillirent sur ses joues. Elle n'essaya même pas de les essuyer. Vous voulez la prendre ? Demanda doucement Léa. Hélène, machinalement, par vieux réflexe médical, se frotta les mains,
s'assurant qu'elles étaient propres, puis, avec précaution, avec ferveur, accueillit dans ses bras la petite fille bien dodue. Le poids d'un nourrisson de 6 mois était agréable, consistant. C'était le poids véritable d'une vie nouvelle. La fillette gigota, couina et se rendormit, réchauffée par la chaleur des bras de sa grand-mère. Léa fit soudain un pas en avant et serra impulsivement Hélène contre elle, par les épaules. La jeune femme enfouit son nez dans le col de son gilet. « Vous savez, maman, » la voix de la belle-fille tremblait, « je vous suis tellement reconnaissante. »« De quoi donc, ma petite ?» Hélène appuya sa joue contre les cheveux doux de Léa, sans lâcher la petite fille. « De votre courage, d'être partie ce jour-là. » Léa s'écarta. Dans ses yeux aussi montaient des larmes. Damien, avant tout ça, il était renfermé, fermé, il copiait son père. Parfois, j'avais même peur. Je me disais, on va vraiment vivre comme ça, sourds, chacun dans son coin? Et après cette conversation avec vous, après qu'il soit allé voir son père, c'est comme s'il avait été remplacé. Damien se détourna, gêné, faisant mine de vérifier le verrouillage de la voiture. Il est devenu tellement attentionné, maman, chuchotait Léa. Il prend tellement soin de nous. Il m'épargne le moindre effort. Il a appris à parler de ce qu'il ressent, vous comprenez? Par votre courage, vous ne vous êtes pas seulement sauvé vous-même, vous nous avez sauvés, nous, de cette erreur, de ce marécage. Hélène serra plus fort contre elle la petite fille endormie. Les mots de la belle-fille se répandirent sur son âme comme un baume guérisseur. C'était donc que tout n'avait pas été vain. Chaque larme versée sur le bas-côté de la route, chaque nuit blanche passée sur les manuels, chaque minute de doute. Elle avait brisé la chaîne. Elle n'avait pas transmis ce froid en héritage. Entrez dans la maison, mes chéris. La voix d'Hélène teintée de pureté. Les tartes refroidissent. Le soir descendit sur la fontaine claire sans qu'on s'en aperçoive. Le ciel, au-dessus de la forêt, se teinta de tons violets et bordeaux profonds. S'allumèrent les premières étoiles timides. L'air devint frais, vif. Sur la véranda de bois brillait la lumière jaune et douillette d'une lampe. De la cour parvenait un bruit rythmé, sec. Crac, toc. Damien fendait du bois pour l'hiver d'Hélène. En simple t-shirt, échauffé, il abattait à toute volée la hache sur les bûches de bouleau. Ça sentait le bois fraîchement coupé et la sueur d'homme. Léa faisait doucement teinter la vaisselle sur la table, disposant des assiettes creuses. Elle fredonnait quelque chose à mi-voix. Hélène était assise dans un fauteuil à bascule en osier, les jambes couvertes d'un plaid de laine. Contre sa poitrine, douillettement enveloppée dans un châle moelleux, dormait la petite Manon. La fillette respirait régulièrement, le petit nez reniflant. Hélène se balançait avec mesure dans le fauteuil, le grincement de l'osier apaisé. Elle regardait le large dos de son fils en train de fendre le bois, la belle fille souriante, les tasses d'où montait la vapeur. Devant ses yeux ressurgit soudain, comme une image d'une vieille pellicule en noir et blanc, ce couloir sombre, l'odeur de la valériane et le rire grinçant. Demain, elle se réveillerait sans toi. À l'époque, il lui avait semblé que la vie était finie, qu'il n'y avait plus devant elle que ténèbres, misère et humiliation. Elle pensait qu'on avait jeté sur le bas-côté, et il s'était avéré qu'on l'avait simplement poussée hors d'un caveau étouffant vers l'air pur. Elle n'était pas devenue une sans-abri, elle était devenue libre. Elle avait bâti sa propre maison, elle avait reconquis son nom, elle avait gardé son fils. Hélène ferma les yeux, respirant l'odeur de la fumée, des pommes et du lait de nourrisson. Ses lèvres s'étirèrent d'elles-mêmes en un sourire apaisé, lumineux. Parfois, pour trouver le monde entier, il suffit de ne pas avoir peur de refermer une porte derrière soi. Et voilà où s'achève notre histoire. À présent, j'ai une question pour vous. Dites-le-moi sincèrement. Qu'avez-vous remis à plus tard et pourquoi ne l'avez-vous toujours pas fait? Peut-être est-ce un voyage dont vous rêvez depuis longtemps, ou une conversation qu'il aurait fallu entamer depuis bien longtemps, ou peut-être est-ce quelque chose de tout petit, mais qui n'appartient qu'à vous. Partagez votre expérience. Comment traversez-vous de tels moments? Comment trouvez-vous la force de faire un pas vers vous-même? Parlons-en ensemble. Vos histoires peuvent devenir un soutien précieux pour d'autres. Merci d'avoir été là, avec moi.